date importante, 64e anniversaire de ce terrible drame, de cette terrible journée, de cette terrible soirée qui a vu des centaines de morts algériens, principalement. Avant toute chose, je voudrais saluer une délégation d'élus algériens qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir. On les remercie, on peut même les applaudir si vous voulez bien. Et on a l'immense honneur d'avoir Madame Boumedienne, que je salue, et je vous demande un bonheur d'applaudissements pour Madame Boumedienne. Merci Madame. Et avant toute chose, et grâce à qui nous sommes là ce soir, il y a deux personnes en particulier, une association et un cercle. Je voudrais que M. Nasser Najili, l'association Crescendo, qui est toujours à la manœuvre pour organiser de très belles rencontres et de belles conférences, nous dise un petit mot ce soir pour commencer, débuter cette soirée. Nasser Najili, président de l'association Crescendo. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à Gennevilliers. Alors nous, on est l'association Crescendo, ça fait depuis cette année 10 ans qu'on existe. Donc on essaye d'organiser des événements tous les mois. Donc vous avez pu voir dans vos chaises, dans les différentes chaises, qu'il y a Pascal Boniface qui vient prochainement. C'est pour vous donner un peu le tempérament, entre guillemets, de cette association. L'objectif, bien sûr, c'est de transmettre l'histoire, parce qu'on a besoin. On a surtout des nouvelles générations qui ont besoin de connaître l'histoire. Et bien évidemment, c'est la deuxième année qu'on organise cette conférence sur le 17 octobre 1961. Et pour nous, c'est plus que primordial qu'on transmette ce qui s'est passé réellement, parce qu'on considère qu'on n'en parle pas beaucoup. Et avec l'association, avec tous les membres, je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens dans notre association qui me disent en permanence qu'il faut absolument qu'on fasse cet événement, et je les remercie infiniment. Je remercie Aklim Melouli d'être présent aujourd'hui, et Mohamed Ali, voilà, qui nous font l'honneur de venir pour cette conférence. Et on peut les applaudir, hein. On peut les applaudir, bien sûr. Je suis entre deux Algériens, j'espère que je ne vais pas terminer la soirée je sais où. Et je voudrais bien évidemment vous remercier vous, parce que sans vous, on ne ferait pas de conférence, de débat. Et c'est ce qui anime cette richesse dans ces différents débats, c'est votre présence. Voilà. Je vous remercie et profitez bien de cette soirée. Bravo à vous. Et autre personnalité importante qui nous réunit ce soir, et il anime un cercle qui s'appelle, et je ne vais pas me tromper ce soir, crois-moi Rafik, le cercle Émir Abdelkader. Eh ben si. Voilà, ça y est, je me suis trompé. Le cercle Émir Abdelkader, Rafik Tabkari. Monsieur Rafik, un petit mot. Merci, bonsoir à tous. On est vraiment très honorés de vous voir tous aussi nombreux ce soir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, parce que c'est un jour de la mémoire, et on arrive à le transmettre à travers vous. Aujourd'hui, c'est très important que nous continuions un petit peu ce travail de mémoire, tous ensemble. Alors, le cercle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cercle d'élus de la République française qui ont la double nationalité, donc on est tous des binationaux, et on travaille ardemment sur deux points. Le premier, de faire connaître l'Algérie, donc ça c'est très important aujourd'hui. L'Algérie qui a 2 heures de vol, beaucoup ne la connaissent pas, et ça c'est de notre responsabilité à nous tous d'être des ambassadeurs de l'Algérie. Et le deuxième point, c'est de travailler énormément à transmettre à ce qu'on est là ce soir, parce que c'est la 2e édition, on a eu déjà l'année dernière, même jour, la même conférence. On a eu la chance d'être reçus en Algérie en délégation avec Aklim Melouli qui est là, d'ailleurs, pour les événements du 8 mai. Et on salue tous les élus algériens qui sont présents ici et qui travaillent main dans la main pour bâtir ces ponts entre les deux rives, et que je pense que vous êtes tous, vous faites partie de ce cercle-là, et c'est ensemble qu'on peut aller très très loin. Merci et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci pour tout le travail que tu fais. Il est exceptionnel, le cercle Émir Abdelkader. Bravo. Et j'en profite pour les remerciements parce qu'il nous fait l'honneur d'être là ce soir. On sait que c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. Je remercie vraiment Tarek Mami d'être là, le président de France. Merci Tarek. Mes deux invités, M. Aklim Melouli et M. Mohamed Ali. Et puis ensuite, évidemment, comme on le fait à chaque fois, pour ceux qui connaissent un peu les conférences débats que nous organisons ici, le public, évidemment, pourra intervenir, poser des questions, interpeller nos invités pour enclencher le débat et essayer ensemble
de mieux comprendre et puis de ne pas oublier surtout. On va parler sans langue de bois ici ce soir, on est là pour ça, je crois. Alors, je vais m'adresser d'abord à monsieur le sénateur du Val-de-Marne, qui a une carrière politique que vous connaissez tous, qui est tout à fait respectable. Monsieur Akli Biloui, merci sénateur d'être avec nous ce soir. D'abord, première question toute bête. Qu'évoque pour toi, Akli, le 17 octobre 1961? J'imagine que ça résonne en toi beaucoup de choses. Bah, au moins, on peut peut-être allumer le micro d'Akli. Oui, il a une voix qui porte, ça devrait le faire. Oui, 1, 2, 3. Voilà, c'est bien. Merci. Voilà. Je pensais qu'on avait été saboté, mais bon. Non, jamais. Pas ici, pas ici. Je plaisante. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que le 17 octobre doit résonner dans la tête de tous les Français, quelles que soient leurs origines, des humanistes. Parce que c'était, à l'époque, si vous vous souvenez quand même, l'Algérie était française. C'était 2 départements français. Et donc, c'est des Français qui ont assassiné d'autres Français parce qu'ils revendiquaient le droit de revendiquer leur liberté. Et ça, c'est comme si aujourd'hui on allait tirer sur des manifestants quand même. Faut mettre tout ça dans le contexte. Et pour moi, c'est important parce que, et tu me dis qu'est-ce que ça évoque. En fait, cette question de la mémoire est essentielle si on veut tourner la page. On ne peut pas déchirer la page d'un livre. On peut la tourner. Mais pour la tourner, il faut l'écrire. Et il faut l'écrire telle qu'elle est. Et il faut que la France accepte de regarder ces parts sombres comme ces bonnes parts de l'histoire. Et dans ces parts sombres, il y a le 17 octobre, il y a le 8 mai. Et là, si la France d'aujourd'hui ne valide ça, c'est qu'elle se met dans les pas de la France coloniale. C'est comme la France esclavagiste ou le régime de Vichy qui ne l'ont pas reconnu. Donc, à un moment donné, il faut effectivement que la France se grandisse en reconnaissant ses crimes. Et pour le 17 octobre, Christophe, on va y revenir, c'est un crime d'État. C'est pas juste une manifestation qui a mal tourné, puisque, je le rappelle, on peut pas, certains veulent laisser la responsabilité uniquement sur Papon, on va revenir, mais il y avait quand même Frey qui était ministre de l'Intérieur. Préfet de police, hein, pour le. Voilà, Frey qui était ministre de l'Intérieur, qui a laissé faire, Pompidou qui était Premier ministre, et je pense au général de Gaulle qui était informé de ce qui se passait. Et donc, s'ils ont décidé d'enterrer le truc, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne peuvent se reconstruire que quand la justice l'aurait rendu. Et c'est pas des anonymes. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si on reconnaît ça, on reconnaît aux Algériens le statut de victime. On détruit le narratif colonial. Vous savez bien que le narratif colonial, pour ne pas faire de similitude avec des situations existantes ou prégnantes actuellement, c'est de se faire passer pour la victime et de déshumaniser l'autre. À partir du moment où vous reconnaissez que les Algériens sont victimes, eh bien, vous ouvrez un autre narratif. Vous ne pouvez plus les désigner comme le bouc émissaire de tous vos errements politiques. Donc il y a cet enjeu important qu'effectivement on puisse reconnaître que derrière ces événements, comme ils les appellent, comme vous voulez, mais en fait il faut reconnaître qu'il y avait des hommes et des femmes. C'est pas des anonymes qui sont morts, Christophe. Oui. Ce sont des hommes et des femmes. Et demain, je serai encore à Roubaix. Des adolescentes aussi. Des adolescentes, puisque demain, j'allais le dire, puisqu'elle est de ce originaire, demain, je serai à Roubaix, parce qu'il y a un hommage qui est rendu à Fatima Medar, qui est la plus jeune, qui avait 15 ans, 15 ans, je crois. Voilà, 15 ans, et qui est la plus jeune. Donc voilà. Et je le dis parce que, en fait, nous, quand on a commencé à manifester, moi, je ne découvre pas la situation d'aujourd'hui. En fait, je suis pas dans le reniement, ou je suis pas dans la victimisation, ou l'injonction par rapport à d'autres. Quand on a commencé, Christophe, à manifester, on a manifesté sur les grands boulevards au Grand Rex, ceux qui s'en souviennent. C'était dans les grands boulevards au Grand Rex. Je voudrais saluer le travail qui a été fait par des gens comme Mehdi Alaoui, Mouloud Daouni. On avait la Ligue des droits de l'homme avec nous, et on était une vingtaine. Devant le Rex, on a commencé. Et qu'est-ce qui a boosté les choses? Parce qu'on nous interdisait au départ d'aller manifester au Pont Saint-Michel. Il faut quand même le savoir. Et donc, je dis ça pour les jeunes générations. Si vous ne faites pas ce travail de mémoire, si vous l'abandonnez, il partira avec nous. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces victimes, vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas des anonymes, de faire vivre leur mémoire. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Et je voudrais en profiter pour saluer la mémoire de Jean-Luc Élodie, parce que Jean-Luc Élodie, c'est lui qui nous a aidés, c'est lui qui a déterré les choses et qui a mis des mots sur les choses et qui a fait un travail remarquable d'historien. Je voudrais qu'on salue sa mémoire, parce que Jean-Luc a été un des éléments forts. Et ça peut déplaire, mais il y a aussi une autre personnalité qui nous a donné de la visibilité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est Bertrand Delanoë. À partir du moment où la mairie de Paris a reconnu ses crimes et qu'elle a apposé cette plaque, on est monté d'un cran et ça a emmené les autres aussi à reconnaître. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les luttes
perdues, c'est celles qu'on ne mêle pas. Et ça peut prendre du temps. Nous, on a commencé fin des années 90, dans la Grande Boulevard. Et ça a commencé avec Hollande et d'autres qui ont commencé à repérer un peu du bout des lèvres. Mais ça veut dire que ce travail, il est fait. Et donc, je le dis à nos jeunes générations, et je le dis, Christophe, ce que ça représente. Ça représente un travail de dignité. En fait, on ne se bat pas parce qu'on est d'origine algérienne, on est de ceci ou cela. On se bat parce qu'il y a de la dignité. Aujourd'hui, c'est le combat qu'on doit mener. Et moi, souvent, on pense que je mène ce combat parce que mes origines, etc., peut-être, ou parce que mes oncles étaient des révolutionnaires, mais c'est peut-être, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, je mène ce combat parce qu'on peut être élu de la République française, être anticolonial, être antigénocidaire, être antiraciste, parce que ça, c'est aussi une réalité. Et ça n'a rien à voir avec les origines, ça a à voir avec l'humanisme et la dignité humaine. Bravo! Si, je voudrais m'adresser maintenant à Mohamed Hani, parce que ici, c'est vrai qu'on a un regard de ce qui s'est passé le 17 octobre 61. Mohamed Hani étant député algérien. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire, Mohamed, que tu as fait en sorte qu'il y ait une plaque souvenir de mémoire, je crois que c'est à Bab el-Oued, donc concernant ce qui s'est passé le 17 octobre 61. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le regard par rapport à cette date en Algérie par les Algériens, y compris d'ailleurs par la classe politique algérienne. Est-ce que c'est quelque chose que l'on commémore? Est-ce que c'est quelque chose que l'on évoque en Algérie? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Salam alaikum, monsieur Filaoun. Et je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette rencontre qui est très importante pour tous les Algériens et plus particulièrement ceux qui résident en France. Alors, le regard, parler après acquis, c'est très difficile, mais pas impossible. Voilà. C'est pas impossible, d'ailleurs, tu n'es pas français, mais je te balance quelque chose. Mais je vais communiquer plutôt d'une manière ou un angle plutôt algérien, comment on ressent les choses et qu'est-ce que ça véhicule, qu'est-ce qu'on a comme message à passer. Et puis, c'est une date qui a marqué tous les Algériens. Il y a eu d'autres dates, effectivement, mais il y a eu un avant 17 octobre et un après 17 octobre. Pourquoi? Parce que déjà, ces crimes ont été commis sur le territoire français. Ça, c'était très important. À Paris, sur une décision d'un préfet de police qui représentait l'autorité, qui représentait l'État algérien. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y avait des Algériens qui voulaient manifester. Et on a ciblé cette catégorie de personnes. On les appelait comme ça à l'époque. Donc nous, les Algériens, cette douleur, comment l'exprimer? Tout simplement, on demande une vérité. Et quand on parle de vérité, c'est tout simplement ouvrir ces archives, donner la vraie, ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Beaucoup de familles endeuillées n'ont pas de données comme on l'imagine. C'est pas. Vous avez Kharata, mais 17 octobre, c'est une date spéciale. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de demandes, Christophe, et il y a quelques années en arrière, donc en 2021, on est arrivé à la 60e année, on devait ouvrir les archives, mais aujourd'hui, malheureusement, rien n'est fait. Donc on vous donne certaines informations, mais le plus gros, la vérité, on la cache. On continuera à le dire jusqu'au jour J, c'est que l'État français est engagé dans cette histoire. C'est de la responsabilité de l'État français. Et monsieur le député, vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, je voudrais savoir quel est le regard que les Algériens portent par rapport à cette date. Est-ce que c'est quelque chose que l'on enseigne, par exemple, dans les écoles algériennes? Est-ce que, par exemple, le 17 octobre 61, c'est quelque chose que l'on commémore ou pas en Algérie? Bien évidemment, on commémore comme toutes les autres dates, mais il y a une exception depuis 3 années. Monsieur le Président de la République avait pris la décision déjà de faire une minute de silence chaque 17 octobre à 11h. Donc c'était très, très fort comme message pour le peuple algérien. Et puis bien évidemment, on enseigne ça à nos enfants parce que notre devoir aussi, c'est de transmettre. Il ne faut pas que notre mémoire, il ne faut pas que cette histoire, il ne faut pas que ces histoires disparaissent avec le temps. C'est vrai qu'il y a la jeunesse d'aujourd'hui qui ne connaît pas tous les détails, comme un peu partout dans le monde. Mais c'est notre rôle de transmettre ces messages et de raconter les vérités et de se battre pour que la vérité éclate définitivement et que ces archives, nous revendiquons, j'insiste beaucoup sur les archives qui sortent parce que c'est très important. Si on veut tourner une page, si on veut construire des ponts des deux côtés de la rive, il faut que la vérité soit dite. Aujourd'hui, il y a une histoire partagée, nous l'assumons tous, chacun de son côté, mais n'oublions pas une chose, il y a des martyrs d'un côté et il y a des colonisateurs de l'autre côté. C'est ça. Alors, puisque l'on est tout à l'heure avec lui, a cité un certain nombre de personnes qu'il fallait absolument remercier pour que cette date perdure et que ça ne passe pas dans les oublis. Je pense qu'il y a une personne aussi qu'on peut vraiment remercier aussi parce qu'elle a fait un travail dernièrement incroyable qui a duré pratiquement plus d'1 an. C'est la députée de Nanterre-sur-Aisne, Madame Sabrina Sebahi, grâce à qui on a eu quand même une reconnaissance du 17 octobre 61 à l'Assemblée nationale française.
On peut le faire voter. Akli, j'aimerais qu'on revienne, on recontextualise un petit peu cette date importante. On va resituer un petit peu ce qui se passe. Il y a un couvre-feu ce soir-là, le 17 octobre 1961. Et les Algériens décident de braver ce couvre-feu de manière pacifique en descendant dans les rues de Paris. Et là, ça fut une soirée qui s'est transformée en cauchemar. Pour vous donner quelques exemples, des hommes et des femmes ont été attrapés, pieds et mains liés, que l'on a jetés dans la Seine. Plus grave encore, on a aussi parqué des gens au parc des sports à la porte de Versailles. Et un tract anonyme de la police de l'époque révélera le 31 octobre 1961 qu'il y a eu des gens qui ont été abattus par balles et qu'on a tués à coups de crosse. On a retrouvé des crânes défoncés, les foies de certaines personnes ont été percées. Je vous imagine donc imaginer un petit peu l'horreur de cette brutalité de cette police française sous les ordres de Maurice Papon, mais je pense qu'il n'était pas le seul responsable, comme Akli l'a rappelé. Il est bon quand même de rappeler ce qui s'est passé ce soir-là. Akli, ce fut l'horreur à Paris, du sang algérien, du sang maghrébin, parce qu'effectivement, il n'y avait pas que des Algériens, mais aussi des Maghrébins qui manifestaient ce soir-là. Du sang maghrébin a coulé dans les rues de Paris, Akli. Oui, bah, tu viens de le rappeler, Christophe. Alors, je pensais que Sabrina allait arriver après. Je pensais que tu leur aurais fait l'honneur de le faire quand elle aurait été là. Je ne savais pas qu'elle allait venir, mais elle est à Nanterre. si elle arrive. Elle finit à Nanterre et elle arrive. Et ben, dès qu'elle arrive, parce qu'en fait, avec Sabrina, on est dans le même groupe politique. C'est pas... Et, sauf qu'elle est à l'Assemblée, moi au Sénat. Oui, tu vas te dire, Christophe, au-delà de ça, il y a ceux qu'on connaît, donc, dont on sait qui ont été dans la scène, etc., qui sont morts. Il y a ceux qui ont été frappés, parce que les gens étaient blessés gravement. Les gens étaient parqués. Il faut quand même le savoir que les gens étaient ramassés, parqués, traînés par terre, et ils ont été parqués dans des gymnases, dans des espaces, etc. Alors qu'effectivement, ils venaient pacifiquement demander leur liberté et ils soutenaient effectivement l'indépendance de l'Algérie, qui était d'ailleurs soutenue pas que par des Algériens. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, il y avait quand même, à l'époque c'est la CFT d'aujourd'hui, mais à l'époque ça s'appelait la CFTC, parce qu'elle s'est déconfessionnalisée en 64. Parce que je dis ça, pas pour faire le sachant, mais en fait pour vous dire que quand on veut débattre avec les gens, il faut avoir les éléments et l'historique bien amenés, parce que sinon, vous décrédibilisez la cause que vous servez. C'est pas pour vous montrer qu'on connaît, c'est parce que, je le dis, il faut qu'on travaille nos dossiers. Il faut qu'on travaille nos dossiers, parce que dès qu'ils ont une faille, ça nous fait reculer, et eux ne cherchent que la faille, puisqu'ils pensent avoir raison, c'est leur esprit, c'est un esprit, donc c'est plus fort que les mots, etc. Et donc, effectivement, eux aussi ont manifesté, ils étaient pour la paix. Il y avait en fait, ils étaient pour l'indépendance. La CFTC et le PSU étaient pour l'indépendance. La CGT à l'époque s'était prononcée pour la paix en Algérie. C'était pas encore prononcé pour l'indépendance. Ce qu'elle a fait après, c'est bien de rappeler l'historique, parce que les gens des fois transforment les réalités et inventent des histoires. Et ce qui était dramatique, Christophe, c'est que ces gens-là sont venus pacifiquement. En plus, ils avaient été venus avec femmes et enfants. Ils avaient vu un truc. Et il y a eu des moments de panique aussi. Parce que même dans la panique, il y a des gens qui ont été blessés, des enfants, parce qu'on leur a dit la police frappe, les gens ne savaient plus où étaient les leurs à un moment donné. Jusque dans le métro, Akli, jusque dans le métro, jusque dans le métro, ils étaient poursuivis, dans les escaliers, ils étaient frappés, parce que quand on a dit à certaines familles, ça a été témoignage sur un ancien, quand ils ont entendu que ça chargeait, ils ont quand même voulu protéger leurs enfants, ce qui est normal, on réfléchit tout le monde, et donc il y a eu une panique, donc il y a eu des gens blessés, en dehors de ceux qui étaient frappés, il y a des gens qui sont partis dans les commissariats, il y a des gens qui ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et donc effectivement, je rejoins le député Moadani qui demande, lui, en prédication, effectivement, l'ouverture des archives pour que l'Algérie puisse faire le deuil, et que, y compris les familles, des victimes puissent faire le deuil et qu'on puisse effectivement... Et on le voit bien, on peut avoir... Le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir des accords avec l'Algérie. On peut avoir des accords avec les Américains, on peut avoir des accords avec les Russes, on peut avoir des accords avec tout le monde. La question, c'est, au-delà de désaccords, c'est quoi le but du jeu? C'est de rester fâché ou de stigmatiser l'autre, ou d'essayer de construire des passerelles, des ponts et de voir comment on peut avancer. C'est effectivement de dire les choses. Et pour avancer, il faut dire les choses. Tant que les choses ne sont pas dites, tant que les choses ne sont pas pointées, ne sont pas validées des deux côtés, on ne fait pas la paix tout seul, on ne construit pas une histoire tout seul. Et l'histoire, c'est pas toujours les vainqueurs qui doivent l'écrire. L'histoire, elle s'écrit toujours à deux mains, elle s'écrit toujours dans le respect des peuples, et c'est ce qu'on demande ici. On demande aujourd'hui qu'effectivement, la France reconnaisse que c'est un crime d'État. C'est un crime d'État, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un crime d'État parce que la police ne peut pas agir sans les directives du ministre de l'Intérieur.
sans que le Premier ministre soit informé. Vous savez comment fonctionne la chaîne. Si ça avait été le cas, ça m'inquiète sur la démocratie, sur la République. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des décisions tout seuls. Et donc, à partir de là, on voit bien, cette période-là, l'État doit reconnaître, comme il l'a fait dans d'autres fois, ça le grandit, que c'est un crime d'État. Et reconnaître ses erreurs, c'est pas non plus se flageller ou se plus, c'est juste, effectivement, sortir avec dignité. Et parce que quand on redonne de la dignité aux autres, on gagne la sienne. Akli, juste une petite question. On peut contextualiser aussi l'aspect politique du moment. Effectivement, on l'a répété, tout le monde le sait qu'il y avait donc, le préfet de police Maurice Papon, qui n'a jamais d'ailleurs été inquiété pour cette date du 17 octobre 61, il a été condamné pour bien autre chose. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a eu une entente en coulisses avec le général de Gaulle, qui a pris acte de ce qui se passait et qui est resté finalement étrangement silencieux par rapport à ce qui se passait ce fameux jour? Oui, on en parlait. Le problème, le général de Gaulle était pris à l'époque dans une espèce de nasse avec l'OAS, tout ça, qui voulait lui faire la peau. Et donc, il était en train de perdre la main en partie sur l'armée. Et peut-être qu'effectivement, ceci peut expliquer cela. J'en parlais tout à l'heure avec Jérôme, je crois. Et peut-être ceci peut expliquer cela. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voulait pas perdre non plus la police. Et donc, peut-être que cette dérive est liée aussi à cette situation de fragilité dans laquelle était le général de Gaulle. Il faut retenir en cause que moi, je ne justifie pas. Je donne des éléments, des faits ou des hypothèses qui peuvent être développées. Ça n'empêche que même pour ça, il a sa responsabilité. Donc à partir du moment où au plus haut sommet de l'État, on est responsable, c'est ce qu'on appelle les crimes d'État. Oui. Mohamed, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu as pu faire installer cette fameuse plaque que j'ai eu l'occasion de voir. Je crois que c'est au nouveau front de mer de Babaloued. Comment ça s'est fait? Tout à fait. Juste pour rebondir sur ce que disait Akli, c'est clair que la responsabilité de l'État, elle est avérée. Quand on parle de Maurice Papon, qui était préfet de police, il fait partie d'une chaîne de décideurs. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle du général de Gaulle ou d'autres responsables de l'époque, du ministre de l'Intérieur de l'époque, il ne pouvait prendre de décision sans l'accord de ses supérieurs. Donc là, je pense c'est une page qu'on peut tourner. En termes de responsabilité, je pense que les preuves sont assez accablantes pour dire et assumer aujourd'hui que l'État français de l'époque, les responsables français étaient responsables. Pour revenir à la plaque, donc on salue Sabrina Spahari. Sabrina Spahari, bonsoir. Là, il y a eu une rencontre qui a été organisée pour parler justement du 17 octobre, et ça correspondait aux 60 années de... Donc, il s'agissait surtout de parler de l'ouverture des archives, de revendiquer l'ouverture des archives. Donc, j'ai proposé cette idée-là au supérieur en parenthèse, au président de l'Assemblée, qui bien évidemment a transmis aux autorités supérieures, et ça a été validé très rapidement parce qu'il fallait en parler, il fallait marquer le point, et puis c'était très symbolique. Babaloued, ça représente quand même, pour ceux qui connaissent Alger, c'est vraiment une zone, ou un quartier, on va dire, qui est très populaire et puis plein d'histoire. Ouais. Donc le choix a été fait, et puis M. le Président de la République l'a inauguré donc, à cette période-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement, justement, cette date-là, en Algérie, ou c'est passé un petit peu malheureusement aux oubliettes? Franchement, si, depuis quelques années, c'est une date qu'on commémore bien sûr à chaque occasion, à chaque 17 octobre. Et puis aujourd'hui, les jeunes commencent à s'intéresser à cette histoire-là, posent beaucoup de questions. Il y a un travail qui est fait par le milieu associatif, il y a un travail qui est fait par la société civile aussi, par les politiques. Donc c'est un sujet. Hier, par exemple, à Alger, toutes les institutions, tout le monde, en fait, tout le monde a marqué cette pause d'une minute pour commémorer et puis Trahwa les Chouhada, et encore une fois, gloire à nos martyrs. Gloire à nos martyrs, absolument. Donc, on remercie évidemment. Oui, vas-y, je suis vraiment désolé, je parle avec beaucoup d'émotion parce que là, je reviens de Nanterre avec Sabrina et on a eu un témoignage. Qui m'a raconté l'histoire de sa maman. Et dont le papa a essayé de sauver sa famille, elle avait reçu une balle du doigt, et il a terminé la discussion en disant, à chaque fois qu'elle touche sa main, en fait, elle se remémore ce qui s'est passé le 17 octobre. Donc là, je suis encore sous l'émotion. Et je vais marcher dans 2 secondes. Oui. Évidemment, c'est beaucoup d'émotions, et je me souviens d'ailleurs que l'année dernière, Sabrina Sebaï qui était avec moi, et d'autres invités, il y avait aussi un témoin de ce qui s'était passé ce jour-là. Ce soir-là, donc le 17 octobre 61. Akli, quand on parle 17 octobre 61 au Sénat, maintenant, un endroit que tu connais bien, qui est ta maison, est-ce que c'est quelque chose qui est dur encore à faire admettre? Est-ce que les sénateurs, dans leur intégralité, dans leur ensemble,
connaissent d'abord ce qui s'est passé ce 17 octobre 61. Et toi, tu es un transmetteur, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui s'est passé. Comment est interprété justement le fait de parler, de commémorer cette date importante? Voilà, tu peux tout me dire à qui. Comment est reçue cette journée si particulière au Sénat? Alors au Sénat, il faut quand même, je ne sais pas comment on peut dire ça, le Sénat c'est conservateur. Ah oui, ça. Donc la C'est la majorité baisse de n'a la pas. retraite, il paraît, non? Je ne dirais pas ça parce que en fait, c'est une de tes, comment ça s'appelle, je crois, une de tes chroniqueuses qui s'appelle Lynn, je crois. Sa fille a fait un stage chez nous, elle avait fait le stage à l'Assemblée avec Rachel Keke, et elle a découvert qu'on travaillait en fait pour elle plus au Sénat qu'à l'Assemblée. Donc je te laisse choisir, c'est une stagiaire, c'est bien dire, tu pourras vérifier. Elle était avec nous au stage. Mais c'est pas ça le sujet, je plaisante un peu. Oui. Mais en fait, le vrai problème, c'est que ce qu'a fait, d'ailleurs, vous pouvez l'applaudir maintenant, puisque tu as fait un hommage tout à l'heure à Sabrina pour son travail, maintenant elle est là, vous pouvez l'applaudir. Bravo! Sabrina, elle a toujours été habilitée depuis toujours avec nous, elle a habilité avant d'être députée, hein. Elle a toujours été là, donc elle suit, elle est embarquée malgré elle dans ce mouvement. Donc elle est obligée de le faire, le boulot. Non, je plaisante parce qu'elle le fait très bien en plus, et donc j'en profitais. Alors, le problème, ce qui peut être fait à l'Assemblée ne peut pas être fait au Sénat. Je vais prendre un exemple. Le Sénat, en 2014, et quand il était de gauche, et le Sénat et l'Assemblée ont reconnu la Palestine, l'État palestinien. Et vu que le temps qu'il a mis entre le 2014 et là pour le reconnaître. Et dans les débats, les communistes avaient cru bon de mettre dans une niche la reconnaissance de l'État palestinien. Mais elle était tombée dans la même niche avec le Mercosur. Donc, comme ça a duré les débats, en fait, nous étions prêts, et moi je me suis dit, quelle catastrophe. Parce que le vote du Sénat aurait été non. Donc en fait, ce qui avait été acquis en 2014 aurait été défait en 2024. C'était l'année dernière. Et donc, heureusement qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est des règles, je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne sur les trucs, et donc on n'a pas eu le temps de rentrer dans ce débat-là, et donc le débat n'a pas eu lieu. Parce que sinon, il ne l'aurait pas reconnu. Aujourd'hui, ce que Sabrina a pu faire, transpartisan à l'Assemblée, je pense que le Sénat, on ne pourrait pas le faire. Et en fait, et vous l'avez vu quand on a parlé effectivement de l'Algérie, on a eu un débat sur l'Algérie. Il faut reprendre tous les éléments, et vous verrez quand même que c'est difficile. Et donc, en réalité, parfois en termes de stratégie ou de choses, il y a des fois, moi je peux me faire plaisir, en disant, vous allez dire, ah, bravo, il l'a fait. Mais avoir raison tout seul, ça ne fait pas avancer le sujet. Donc c'est pour ça que je disais, c'est très important de comprendre les stratégies à l'œuvre, les forces à l'œuvre, les éléments de blocage. Parce que quand vous bloquez quelque chose, ça recule beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très long à avancer, mais ça recule très vite. Donc il faut être dans une stratégie qui permette justement d'atteindre les objectifs. Parce que souvent, on oublie l'objectif. On est dans la forme, on essaie de l'apparence, on se dit « j'existe, j'ai dit », tout le monde va applaudir en disant « il a été bon, il a fait, son show, etc. » Mais en fait, les choses sont les meilleures, c'est quand ils débouchent sur quelque chose. Et le quelque chose, c'est l'objectif à atteindre. Et aujourd'hui, je le dis Christophe, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Nous, notre rôle, et le mien, c'est qu'aujourd'hui, dans les débats, je dois rappeler des vérités. On l'a fait sur les accords de 68, on l'a fait sur la laïcité, là je l'ai fait, là je sais pas, sur les OQTF, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier quand même les fonctionnements. Et donc, à chaque fois, c'est nous, notre responsabilité, c'est de trouver effectivement l'angle pour remettre de l'humain et de la dignité dans les débats, et surtout pour remettre de la vérité. Parce qu'il y a ce qui est fantasmé et la réalité. Et nous, notre rôle, c'est de ramener tout le monde à la réalité. Alors, Mohamed Ali, vous êtes donc député à l'Assemblée nationale algérienne, député de Béjaïa, une ville qu'il connaît très bien. Forcément, est-ce que... La plus belle ville d'Algérie, tu n'oublies pas de le dire. Oui, il paraît. Mohamed Ali, est-ce que le 17 octobre 1961 aussi s'est invité à l'Assemblée nationale algérienne? Oui. Alors, le premier événement qui a été organisé, c'était le 16 octobre 2021. On avait organisé une journée parlementaire et on a eu l'honneur de recevoir des témoins vivants. Alors, il y a des noms qui sont très connus. Mais à l'époque, je présidais la commission des affaires étrangères et je cherchais justement les anonymes. C'est ce qui m'intéressait le plus. Parce que ceux qui sont connus, on les voyait sur les plateaux de télé, donc les Algériens les connaissaient. Et on a pu trouver 5 personnes, dont certains vivaient en Algérie,
Et ils étaient présents, donc il y avait Maître Ben Brahim, que je remercie aussi, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une avocat algérienne qui défend ce dossier, qui travaille énormément depuis des années. Et donc on a organisé cette journée parlementaire, et il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations qui ont été données, et bien évidemment, ça s'est terminé par des reportages qui ont été diffusés, des témoignages vivants, et ça a marqué. C'est une date très importante à l'Assemblée nationale, et depuis, c'est un sujet qu'on traite chaque année, et pas plus tard qu'hier, encore une fois, le président de l'Assemblée nationale, avec tous les élus qui étaient présents, ainsi que ceux qui travaillent, les fonctionnaires qui travaillent au sein de l'Assemblée nationale, ont commémoré ça à l'intérieur de l'Assemblée. Et d'ailleurs, je tiens à inviter à nos amis ici présents d'aller voir l'excellente intervention à New York que tu as fait la semaine dernière. Alors, on est sur un autre sujet, sur le Sahara occidental. Très belle intervention, Mohamed, je tenais à te le dire. Bravo pour cette intervention que je vous invite à tous à aller voir. Est-ce que Madame Sebaï peut venir nous dire un petit mot? Parce que quand même, elle est là, elle nous a fait l'amitié de venir. Sabrina, qui revoit la reconnaissance du 17 octobre 61 à l'Assemblée nationale. Ce fut long, ce fut très long. Il a fallu être patiente, il a fallu parfois revoir les copies, changer les ponctuations. Et elle y est arrivée après plus d'1 an de travail à cette reconnaissance du 17 octobre 61. Sabrina, un petit mot sur cette journée qui te tient particulièrement à cœur. Et encore bravo pour ce travail que tu fais au quotidien à l'Assemblée nationale. Eh bien, bonsoir. Très heureuse d'être là avec vous ce soir. Christophe, bien sûr, un ami maintenant de longue date. Bon, ce soir, vous avez quand même une belle table ronde avec Mohamed Lami et avec les Méloulis qui connaissent très bien la question aussi, avec qui on a beaucoup travaillé, bien sûr, sur cette date. Mais d'abord, moi, ce que je rappelle tout le temps, c'est que c'est pas mon travail. Parce que la réalité, c'est que c'était le collectif pour la mémoire du 17 octobre 61, l'association des Chibani de Nanterre. Donc, c'était d'abord et avant tout ceux qui ont transmis cette histoire à Nanterre, c'est avec eux que j'ai travaillé. C'est eux qui ont, d'ailleurs, on avait fait un atelier de travail, pour tout vous dire, pour rédiger la première version de la résolution qui a été votée à l'Assemblée nationale. Donc c'est d'abord et avant tout à eux qu'on doit rendre honneur, parce qu'ils ont continué ce travail quand personne ne croyait en eux, quand personne ne parlait de la date du 17 octobre, c'est eux qui se sont battus pour que cette date, elle existe, et qu'elle puisse un jour arriver à l'Assemblée nationale. Donc c'est eux qu'il faut applaudir en réalité d'abord. Donc après, comme tu l'as dit, cette résolution, elle avait été déposée à l'Assemblée. Dans la première version, il y avait la notion de crime d'État. Et en fait, ça a été vraiment un blocage pendant 1 an, tu l'as dit. On a retravaillé le texte avec l'Élysée, plusieurs allers-retours, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, on n'avait pas la même définition de ce qu'était la notion de crime d'État. Eux, ils disaient, comme le général de Gaulle n'était pas informé avant, c'était pas un crime d'État. Moi, je dis, comme le général de Gaulle n'a pas condamné et que, en fait, ça a été couvert, c'est un crime d'État. Et c'est là où on a une vraie divergence là-dessus. Mais à la fin, j'avoue, j'ai fait un peu mal des ailes. Parce que je leur ai mis... Voilà. En fait, j'ai posé une ultimatum. J'ai dit, en fait, ça fait 1 an qu'on réécrit. Moi, je la dépose en mettant que c'était le préfet de police de l'époque, Maurice Papon, qui a commandité les massacres. Donc, c'est l'État. Puisque le préfet, c'est le bras déconcentré de l'État. Je dis, moi, je la dépose. Et puis, alors, les députés du clan Macron, eh ben, vous aurez qu'à voter contre. Si vous êtes capable d'assumer votre vote contre. Et en fait, on l'a déposé. Et à la fin, le président du groupe et des députés macronistes ont signé avec nous et ils l'ont voté. Donc c'était un coup de poker, j'avoue. Mais je me suis dit, si on ne fait pas ça, en fait, elle passera jamais. Et avec du recul, je me dis qu'on a bien fait parce que juste après, il y a eu la dissolution. Les équilibres à l'Assemblée nationale, ils ont changé. Et tu vois, Akli, tu disais que toi, au Sénat, tu ne pourrais pas aujourd'hui faire passer cette résolution. Ben, moi, aujourd'hui, si je devais la redéposer, elle ne serait pas votée, cette résolution. Donc voilà, il y a eu une fenêtre de tir, un travail de plusieurs années qui a été récompensé par ce vote. Mais moi, je ne désespère pas. À un moment, les équilibres ils vont encore de nouveau changer. Il y a des échéances, peut-être une nouvelle dissolution qui changera encore les équilibres. L'élection 2027, mais en tout cas, on sera plusieurs à se battre jusqu'à obtenir la reconnaissance pleine et entière du crime d'État de ce 17 octobre 1961. Oui, parce qu'il s'agit pas d'un crime d'État. Il faut bien rappeler. Elle oublie de dire, parce que, filmez pas, alors, je sais pas, elle oublie de dire qu'elle a fait ça des aides, mais ça a été beaucoup plus loin, parce qu'en fait, il y a eu un débat entre une descendante de l'OAS et une descendante du FLN. Et elle l'a attaqué, Sabrina l'a renvoyé à ses balles d'enfants de l'OAS, et Sabrina a eu des sanctions à l'Assemblée nationale, parce que
elle, quand elle s'est fait traiter d'enfant de FN, il n'y a pas eu de sanction. Par contre, quand elle a traité la personne, qui est une descendante d'ailleurs, peut-être été attaquée en justice, mais, et qui est, j'avais le frère au Sénat, donc comme ça, on a tout ça justifié. Et donc, Sabrina a eu des sanctions parce qu'elle l'a traité d'enfant d'OS, etc. Donc en fait, quand elle dit qu'elle a fait sa DZ, ça a été très chaud dans le débat avec elle. Oui, il y a pas de sanctions, que Sabrina a eu assez régulièrement. Mais comme elle dit, c'est une DZ, elle ne lâche rien, et bravo à elle. Alors, Mohamed, en ce moment, le contexte entre l'Algérie et la France est un peu particulier, ô combien tendu, mais je vois qu'apparemment, le travail continue entre députés français et algériens. C'est quoi la qualité du travail en ce moment qui se fait entre les deux assemblées? Alors, pour être honnête, même au pic de la tension entre Alger et Paris, le canal parlementaire n'a jamais été fermé. Et d'ailleurs, on a pu travailler avec les parlementaires français, que ce soit députés ou sénateurs, même si aujourd'hui la relation entre les deux Sénats est en point mort, mais entre députés, on continue à travailler sur différents dossiers, tout ce qui est relation avec bien évidemment la mémoire, mais aussi essayer de franchir un peu ce cap, ouvrir un peu, voir un peu comment on peut trouver des solutions, parce qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas nier. Même si on a une histoire partagée, mais il y a aussi une communauté algérienne, et puis, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est à la FIR, entre Alger et Paris, c'est 2 heures, mais entre Alger et Marseille, c'est 50 minutes. Donc, il faut vraiment le vivre, voir un peu ce que subit la communauté algérienne ici, présente. Vous êtes là, je pense que chacun a son histoire actuellement avec les tensions qui existent. On doit continuer sur ce chemin parce que nous portons la voix des peuples. C'est vrai qu'on est des politiques, qu'on le veuille ou pas, mais on porte la voix des peuples. Et aujourd'hui, on fait la différence entre les nostalgiques d'une Algérie française et le peuple français ou les amis de l'Algérie. Il y a une grande différence. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac des deux côtés, hein, parce que des fois, on condamne même les Algériens qui tiennent certains propos un peu forts, qui sont un peu dans une pensée assez ferme. Donc cette ouverture, on la cautionne, on continue ce travail. Et comme tu sais, Christophe, je travaille énormément avec Sabrina, avec Cathy, avec Ahmed Laouaz, qui n'est pas parmi nous malheureusement. Il y a un groupe de parlementaires, pas que d'origine algérienne, même français. Hein. Et d'ailleurs, on a reçu une 60aine d'élus récemment à l'occasion du 8 mai 45. Donc il y a cette volonté, il faut continuer, c'est pas facile. Et c'est pas facile pour les élus français d'origine algérienne parce qu'ils subissent des pressions, on le sait, on est conscient, donc il faut vraiment les soutenir et puis les protéger. Parce que si on les perd demain, franchement, ça va être très difficile. Avec la montée de l'extrême droite, ça va être très difficile. Mais heureusement, il y a des gens qui veulent cette relation algéro-française, soit construite sur des nouvelles bases. On ne va pas dire qu'il y a des conditions, mais il y a des choses aussi qu'il faut dire franchement autour du table, être sincère, parler de l'histoire partagée, dire qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, parce que la question, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui que cette relation reprenne sur les bonnes bases. Bon, c'est un débat ouvert encore une fois. Je pense qu'avec le nouveau gouvernement, je sens qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et on espère dans la Gérophone est parti, hein. Bruno Taillot, ça y est, s'en est allé. Voilà. Donc on devrait être un peu tranquille, peut-être pendant un petit moment, je ne sais pas. On m'apprécie autant que je l'apprécie. Donc je pense qu'il y a cette opportunité, il y a cette l'arrivée du nouveau gouvernement. On va voir ce qui va se faire du côté de la Géosie. Surtout voir combien de temps il va tenir, hein. C'est surtout là ça la question. Voilà. Après, ça dépendra des députés, justement. Donc c'est très dur pour eux aussi. Il faut justement qu'il y ait une dissolution, c'est bien, mais il ne faut peut-être pas prendre le risque parce que des députés comme Sabrina, au Sénat il est tranquille avec lui pour l'instant, mais il nous en faut, donc voilà, il ne faut peut-être pas jouer avec le feu pour l'instant. Avant d'accueillir les questions des personnes présentes ici ce soir, parce que le principe des conférences débats, c'est de dialoguer avec le public ici présent, j'ai une question qui m'a été posée tout à l'heure en direct à Cli. Comment éviter, comment faire pour transmettre la mémoire de quelque chose qui peut être terrible, comme ce qui s'est passé le 17 octobre 61 auprès de la jeunesse, auprès de la jeune génération, sans qu'il y ait un sentiment de haine ou de revanche qui s'exprime. C'est ce qu'on m'a fait part tout à l'heure. Comment éviter cela? Comment on peut aussi parler de cette part sombre de la France, qui est, pour cette jeune génération, leur pays, au même titre que l'Algérie est le leur. Comment éviter et faire en sorte justement de transmettre la mémoire sans qu'il y ait une once de haine qui apparaisse? Alors, en fait, s'il y a de la haine et de la frustration, c'est qu'on a perdu, on s'est trompé, on a dû rater quelque chose. Parce que la haine et la frustration n'ont jamais rien construit. Les gens, un jour, me demandaient, mais c'est quoi l'humanité pour vous?
L'humanité, pour moi, c'est ce que j'ai dit dans d'autres trucs, mais pour trouver, c'est quand le premier homme a tendu la main à l'autre pour l'aider, pour le soigner. C'est ça l'humanité. C'est comment je suis bienveillant et comment j'aide l'autre. Et nous, cette main tendue, d'ailleurs, j'en profite au passage pour faire la partie, parce que je voudrais saluer effectivement aujourd'hui la délégation qui est présente, Mohamed Ali, le président de l'amitié France-Algérie-France, pour le coup, parce que alors lui, c'est le président de l'amitié Algérie-France, et parce que j'oublie pas quand même que quand l'Algérie nous a reçus, a accepté dans le moment très tendu de nous recevoir en délégation, c'est un effort quand on connaît le fonctionnement, et je voudrais saluer mes collègues parlementaires qui étaient présents, parce que c'était pas simple aussi pour eux d'être présents. C'était très compliqué. Ceux qui l'ont vécu, nous l'avons vécu avec nos diplomates français qui ne voulaient pas croiser notre ministre. Enfin, vous vous souvenez de toutes les tergiversations, les gesticulations qu'on a dû faire pour que tout se passe bien, y compris pour que certains partent, parce que si les gens ne savent pas, mais Macron a fait déposer une gerbe quand même à Sétif. C'est important. C'est important de le dire, mais C'est une première, hein. C'est vrai que c'est une première. Mais nos collègues algériens et Loris se sont d'abord écartés, mais ils l'ont fait avec je le dis parce que c'est important, ils l'ont fait avec beaucoup de classe et beaucoup de dignité. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas être mêlés parce qu'il y avait ce qu'on dit, mais ils ont fait en sorte de pouvoir s'écarter pour laisser la place à l'autre. Ça aussi, c'est important de noter, et ils l'ont fait avec une très bonne... Il faut le dire aussi. Parce que, comme l'avait dit le président algérien d'ailleurs, parce que votre président, et quand on est binational, en fait, c'est aussi l'autre président, c'est ça le problème de la binationalité, et Mohamed aussi est binational, mais ça tombe bien, qu'on est deux sur cette tribune. Donc, mais le problème, c'est que on peut avoir des désaccords. Dans une famille, on a des désaccords. Mais comme l'a dit Mohamed, les désaccords, on peut les poser, on les pointe, on regarde pour si on peut surmonter, ce qu'on ne peut pas surmonter. Je le dis, pourquoi je dis ça? Sabrina est là, nous avions, quand on a fait le nouveau Front Populaire, pour ceux qui l'ont connu, nous avions des désaccords. Nous avions des désaccords. Aujourd'hui, certains appuient dessus, mais les désaccords, on les a mis de côté. Par exemple, avec nos amis communistes, nous avions un désaccord sur le nucléaire. Alors, c'est pas un clin d'œil à l'Algérie, parce que si la France a la bombe nucléaire, elle le doit aussi en grande partie à l'Algérie. Donc ça aussi, il y a un vrai débat aujourd'hui quand on a une chose, mais au détriment du peuple algérien d'ailleurs. Mais on avait ce désaccord, on l'a enlevé, parce qu'on savait que si l'on ne trouverait pas, avec d'autres, nous avions d'autres types de désaccords, je ne vais pas faire le débat, mais on s'est mis d'accord sur ce qui étaient nos lignes, nos objectifs. On les a définis et on a essayé d'avancer. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. On avait des objectifs. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, si on veut, et tout le monde le sait ici, tout le monde le sait, et même au niveau international, aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, on voit bien qu'il y a un changement, et je le dis Christophe, pourquoi je dis la haine, parce qu'on voit bien ce qui porte le populisme, c'est cette haine, cette frustration, la haine de l'autre, le rejet de l'autre, le fait d'être suprémaciste, c'est ce qui est en train de se mettre. Et donc nous avons besoin aujourd'hui d'alliés, nous avons besoin de solidarité. Et l'axe Paris-Alger, Christophe, Combien important, est essentiel. C'est l'axe qui va construire la Méditerranée. Ça, c'est pas faire un jour aux autres, comme l'axe Paris-Berlin a construit l'Europe. C'était pas faire un jour à Londres, je sais plus, à Rome, à Madrid ou ailleurs. C'était parce que c'était l'axe, c'est le couple franco-allemand qui a construit. Mais qui aurait dit, au sortir de 14-18, de 39-40, que la France et l'Allemagne auraient pu ensemble marcher main dans la main pour construire? C'est bien qu'il y a des choses plus importantes, mais pourquoi ça a pu marcher? Parce que l'Allemagne, elle a regardé son histoire dans les yeux. L'Allemagne a reconnu, elle a dit les choses. Elle a dit les choses, ça l'a grandi. Et regardez où ça les emmène. Et donc, aujourd'hui, dire les choses, c'est se grandir. Et nous avons besoin d'alliance. Nous avons besoin de retravailler avec toutes celles et ceux qui croient que le droit international doit rester notre boussole. Mais comment on peut parler de droit international ou de justice internationale quand nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de rétablir les gens dans leurs droits, dans leur dignité, dans la justice? C'est ça qu'il faut défendre. Et si on ne défend pas ça, nous serons tous les victimes de ce qui se met en place. Parce que quand vous enlevez le droit, qu'est-ce que vous mettez à la place? Quand il n'y a plus de justice, quand le plus faible ne peut plus aller demander justice parce qu'il est dans son droit, mais parce qu'il est faible, alors nous rentrons dans une autre chose, très dangereuse pour l'humanité. Et c'est ça que nous devons éviter, c'est ça que nous devons enseigner aux enfants. Et si vous êtes dans la haine,
eh bien vous êtes comme ceux que vous voulez dénoncer. Nous n'avons aucune haine, aucune frustration. Nous voulons juste réparation, respect et dignité. Et reconnaissance. Reconnaissance. Alors, juste avant de prendre, je vais demander à Nasser ou quelqu'un qui va se charger d'aller balader le micro dans le public. Une petite question à Mohamed Ali, pardon, Alors, je ne résiste pas à la question. Oui, voilà, je ne résiste pas à la question. Est-ce que, M. Mohamed Ali, député algérien, est-ce que le président Tebboune doit libérer Boualem Sansal? Non, pas. Inch'Allah, non. Voilà. Je vais passer le micro à plusieurs personnes que je connais, dont Madame Boueten. Donc, on va vraiment saluer beaucoup. On ne peut pas vous saluer tous avec votre nom et qualité, mais sachez qu'il y a une personne qui a fait beaucoup pour ce projet de loi. Donc Sabrina Sebaï, il l'a dit, mais je veux qu'elle dise un mot aussi. Lève-toi. Oui, mais je sais. C'est que quelle est la prochaine étape de la prochaine loi? D'abord, ceux qui pourront suivre, le 30 octobre, il y a la niche de l'extrême droite donc, qui dépose un texte pour la dénonciation de l'accord de 68. Donc on va avoir des débats qui vont être déjà très compliqués. Après un rapport qui a été publié cette semaine qui dit qu'en gros, les accords de 68 coûtent 2 milliards par an à la France. Je vous rassure, c'est faux. Les chiffres, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, on leur a dit en commission. Et on va continuer à dénoncer le fait qu'ils font de la désinformation pour stigmatiser les Algériens, parce que, y compris dans ce rapport, ils comptabilisent aussi les descendants de l'immigration algérienne, donc des Français, les binationaux qui sont français. Donc ça, c'est le premier élément. Donc le 30 octobre, déjà, on va avoir un débat qui va être compliqué. Ensuite, moi je l'ai dit, il faut déposer un texte pour la reconnaissance du crime d'État, sur le 17 octobre 61. On a déposé un texte, en tout cas c'est en cours, sur la reconnaissance de l'autre 8 mai 45, aussi. Donc il est dans les tuyaux, il faudra qu'il suive son chemin. J'ai déposé un texte pour la restitution, et ça tu seras content, des effets de l'Amir Abdelkader, parce que c'est une demande extrêmement. Et ma collègue Dominique Voynet a déposé une résolution de commission d'enquête sur les essais nucléaires dans le Sahara. Merci beaucoup, Madame la députée. On va être gentleman, on va poser. Alors, Madame Boumedienne, bonsoir et bienvenue. Je voudrais simplement d'abord rappeler une partie du discours du président Tebboune il y a 2 ans, au mois de décembre, qui a dit textuellement « Nous ne demandons rien de la France, pas d'argent ni rien du tout. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'on vienne nous aider pour Reagan à enlever tout ce système qui détruit, plus les frontières algéro-marocaines et algéro-tunisiennes ont beaucoup de bombes aussi. Je pense que si la France, à ce moment-là, avait fait ce geste de dire « Eh bien oui, nous venons », beaucoup de choses et de haine auraient été aplanies. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bon. En plus de ça, vous parlez du cas de M. Sansal. Bon. Personnellement, j'ai été interrogé par une chaîne allemande qui me pose cette question. Ce n'est pas du tout prévu au programme, je devais parler d'autre chose, mais elle me pose cette question. Je dis, Monsieur Sansal, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il ne s'est pas occupé de littérature dans la plus grande partie de sa vie. Il était adjoint avec M. Bouchouaret, ministre de l'Industrie, d'ailleurs qui parlait avec Macron quand il était ministre de l'Économie. Bon, et ce M. Bouchouaret est un très grand prévaricateur. Il s'est acheté, je dis moi ce que je pense, hein. Il s'est acheté un appartement superbe de 3 millions d'euros sur un quai, je n'ai pas le nom du quai en tête, mais en face de Notre-Dame. C'est pas le seul, madame. Pardon? C'est pas le seul. Bon, c'est pas le seul, mais nous parlons de M. Sansal. Bon, donc après, mais les termes très graves que je lui reproche et qui malheureusement ont été sanctionnés à la radio quand on a
M. Sansal a dit tout simplement qu'après tout, Tlemcen appartenait aux Marocains et que d'autres villes algériennes appartenaient aussi au Maroc. Moi, pour moi, ça c'est un traître. Je pose la question suivante. Est-ce que si, en France, il y avait eu des Corses qui auront dit, nous, à l'origine, on était des Génois et les Français sont venus. À noter que Napoléon Ier, à un jour près, il ne naissait pas français. Bon, il naissait génois, italien. Bon, premièrement. Deuxièmement, Nice et la Savoie sont devenues françaises qu'à partir de 1860, sous Napoléon III, ce qu'on appelait la politique des pourboires. Bon, si à ce moment-là, il y avait des Français qui avaient dit non, qui avaient soutenu la cause des Corses et la cause des Niçois ou des Savoyards, disant nous devons revenir à l'Italie, aux Génois, à Gênes, qu'est-ce que ici le pouvoir français aurait dit? Hein? Il les aurait bien considérés comme des traîtres. Bon, malheureusement, là aussi, l'équité n'est pas souvent parce que on a coupé ma parole quand je parlais tout simplement des Corses. Voilà. Merci. Bravo madame. Alors, on va pas prendre l'honneur à Mohamed Sansal, on n'est vraiment pas là pour ça. On est là pour... Madame Boumediene a parlé des explosions nucléaires. Moi je ne dis pas les essais nucléaires. Je dis en général les explosions nucléaires. Pardon, qui ont rendu malade beaucoup d'Algériens. Hein. Ah oui, bien sûr. Même encore aujourd'hui, il y a des conséquences. Il y a encore des conséquences. Peut-être que vous ne le savez pas, je suis tombé par hasard. L'Assemblée nationale l'année dernière, elle a organisé une rencontre internationale avec des experts pour parler des explosions nucléaires, encore une fois. Et j'avais partagé donc l'événement sur ma page Facebook. Une personne rentre en contact avec moi en me disant, ben voilà, il fallait le faire, il était temps de le faire. Et on a notre ami Lila Lefebvre, qui est journaliste, que Christophe connaît, voilà. Et donc on est rentré en contact avec cette personne. Il s'avère que c'est le dernier témoin vivant et qui était sur place. Donc on l'a reçu, il a fait une émission avec nous au sein du Parlement européen. Je vous invite à voir cette émission dans la chaîne Atypique. Et il a fait des déclarations. Mais ça met KO toute la version française sur l'inexistence de... Mais il racontait des choses qui étaient vraiment... Et d'ailleurs, il a édité un livre qui a été censuré en France, il parle vraiment de la réalité. Et même des deux ministres qui étaient présents. Dans un, il est décédé quelques années plus tard, suite à des irradiations. Donc, ce dossier-là, on doit vraiment travailler dessus. C'est vrai que ça va être un combat, c'est vrai que ça va être très difficile. Et encore une fois, le président de la République, lorsqu'il a réuni les deux chambres du Parlement, a été très très clair. On ne parle ni d'indemnisation financière, on demande juste qu'ils viennent nettoyer ce qu'ils ont laissé derrière pour les Algériens qui souffrent à ce jour, spécialement dans le Grand Sud, de maladies qu'on voit nulle part ailleurs. Voilà, c'était juste pour mettre... On a beaucoup de questions. Alors on y va pour les questions. Alors je vais En donner la rapport avec parole le thème de ce à soir. notre député Sebrahim qui s'occupe de la zone 4. Il a plus de 65 pays. Donc je vous demande de l'applaudir, qui nous voit applaudir. Moi, je pose la question à Sebahi, qu'on l'adore. C'est que le projet de loi, si ça se bloque au Parlement, peut-être il y a d'autres solutions d'après notre petite expérience ou notre un visuel simple. C'est qu'un référendum, est-ce que ça peut se faire? Parce que, d'après mes connaissances, c'est qu'il y a une secte, le taux de nuisance il est trop élevé en France. Comme quoi que les Français ils n'aiment pas l'Algérie, alors que c'est pas vrai. C'est faux. Voilà. J'en suis un peu vivant. Alors c'est jouable pour un référendum et on finisse avec tout ça. Voilà. Merci à tous. La question du référendum, je crois que c'était Sabrina qui était interpellée sur cette question. Sabrina Sebahi. Ça peut passer par un référendum, mais le problème c'est qu'il faut énormément de signatures en fait pour obtenir un référendum, et on parle de beaucoup de signatures. Et oui, 500 000 signatures pour pouvoir demander un référendum, sinon il faut que ça vienne en fait plutôt du président de la République.
Et c'est assez drôle parce que si vraiment les binationaux étaient aussi organisés que l'extrême droite le pensait dans ce pays, les 500 000 seraient plus certainement. Monsieur Tariq Mami. Bonsoir à tous. D'abord, je suis heureux d'être avec vous ici ce soir, à cause des problèmes de santé, mais ça arrive à tout le monde. Donc on essaye de faire avec et d'essayer surtout de ne pas rater les occasions où on peut à la fois rencontrer les amis, les gens qu'on ne connaisse pas, et puis tous ceux qui se déplacent pour ce genre de réunions de colloques, parce que malheureusement, je le dis tel que je le pense, il y a aujourd'hui de moins en moins de personnes qui participent à ce genre de réunion qu'il y a eu 20 ans. Par exemple, à titre de... On n'entend pas lui. Vous connaissez la radio en plus. Oui, à titre de comparaison, quand Arafat est venu visiter en France, on était plus de 250 000 personnes. Aujourd'hui, quand on appelle à une manifestation pour la Palestine, on est heureux quand on arrive à 3 000 ou 4 000. Mais comme on parle du 17 octobre, je fais ce que vous faites, chers amis, tous, je rappelle aussi la mémoire. Alors, je rappelle qu'avant avant octobre, donc le 17 octobre, il y a eu pratiquement la même chose le 14 juillet à Reims. Il y a eu une ratonnade des Algériens de Reims, et cette fois, s'il vous plaît, elle n'a pas été faite par la police, mais par l'armée qui rentrait de vacances ou de promenade, et il y a eu beaucoup de dégâts. Alors en France Maghreb 2, il nous est arrivé d'aller sur place pour commémorer, mais je constate que beaucoup de gens ne connaissent pas cette date qui est aussi importante, moins en termes de nombre, mais quand il s'agit de vie d'homme, une vie, c'est une vie, et c'est pas la peine qu'il y ait 200 ou 300 pour qu'on s'en émeuve. La deuxième chose, vous avez cité plusieurs, les Naudy principalement, et bien d'autres. Moi, je vous renvoie à un auteur qui s'appelle Olivier Lecourt, Grande Maison, qui a donc un super livre qui s'appelle Coloniser, exterminer, et qui parle de la France coloniale. Mais c'est un universitaire, donc il n'y a rien à gratter là-dedans. Donc lui, il ne sera jamais invité sur CNews, peut-être un jour sur France Maghreb 2, bien qu'il y soit déjà passé plusieurs fois. Un autre élément de mémoire que je vous demande, monsieur le député, de retenir dans vos échanges avec les députés français, les sénateurs, surtout ceux de droite et d'extrême droite, posez-leur une seule question. Quel est le dernier article de la loi de la laïcité en 1905 que vous ne trouvez pas dans la loi laïcité d'aujourd'hui? En 1905, quand cette loi a été écrite, le dernier article disait « Cette loi s'applique au département algérien. Elle n'a jamais été appliquée en Algérie. » Elle devait s'appliquer en 1907. Oui, mais elle devait s'appliquer. Elle n'a jamais été appliquée. Et ce que les musulmans de France aujourd'hui vivent, selon mon analyse à moi, c'est aussi la conséquence de la non-application de cette loi, parce que si cette loi avait été appliquée, l'État français aurait eu l'expérience. Oui, monsieur de Code. Tu sais pourquoi ils ne l'ont pas appliquée? Je sais. Oui, mais c'est important de leur dire, parce que, oui. en fait, à l'époque, c'est ceux qui dénoncent le communautarisme aujourd'hui, c'est quand même le pompon sur la Garonne, comme ils disent en français. En fait, ils ne l'ont pas étendu parce qu'à l'époque, ils laissaient les hommes gérer les communautés. Et donc, s'ils l'avaient appliqué, effectivement, on sortait de cette gestion culturelle des populations, et donc ils l'ont maintenu parce que du coup, ils avaient leur interlocuteur, vous savez, c'est la gestion des indigènes. Tout à fait. Et donc, ça, c'est très très important, parce que ce que les musulmans de France subissent aujourd'hui, c'est un centralisme de retour, et moi je l'appelle comme retour de la colonisation religieuse qui était en Algérie, et c'est en Algérie, alors c'était les préfets qui fixaient les salaires. Les associations musulmanes étaient négligées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme quoi l'histoire se répète, même si Marx dit que l'histoire se répète la première fois d'une manière sérieuse et la deuxième sous forme d'ironie. Aujourd'hui, nous y sommes. Et la dernière chose, moi je ne sais pas qui c'est d'entre vous, chers députés de la délégation algérienne de France, qui a activé, qui a participé à la question de rapatriement des Algériens décédés en France. On m'a donné un nom, mais je n'ai pas retenu. Je voudrais le saluer, d'autant plus que nous avons eu, nous, l'honneur, à France Maghreb 2 et ma petite personne, de réclamer cet acte au président Tebboune le jour de la première conférence de sa première élection, et que M. Tebboune a été clair, net et précis,
Il me dit, cher monsieur, c'est un problème d'administration et de papier. Et je m'engage à régulariser ce rapatriement. Je sais que ce qu'il fait aujourd'hui, il a mis pratiquement 3 ans. Et puis il y a un député, je ne sais pas lequel d'entre vous, en tout cas je le félicite, je le remercie, qui a repris. Et aujourd'hui, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas dans la communauté algérienne, parce qu'il y a une tradition de paiement pour le rapatriement. Aujourd'hui, les consulats ont l'obligation de faire donc, ce rapatriement des dépouilles des Algériens morts en France, sauf que, encore, et ça je le dénonce, certains consuls qui, pour des raisons X dont a parlé Mme Boumedienne tout à l'heure, concernant le ministre Bouchouara, ne veulent pas l'appliquer parce qu'ils ont des accords avec quelques sociétés de sapeurs-pompiers, c'est presque ça. Des funèbres. Voilà, des pompes funèbres. Et donc, vous voyez, donc vous avez encore du travail à faire. Et je suis heureux que vous veniez en France pour qu'on vous voit, pour qu'on vous écoute et pour qu'on vous donne un peu de gasoil pour que la machine continue à tourner sur la question d'un seul mot et sur la question de rapport entre la France et l'Algérie. Moi, je suis convaincu que c'est un problème de génération. On a espéré, avec l'arrivée du président Macron, que la première génération qui n'a pas fait la guerre, allait régler ce problème. Malheureusement pour nous, on s'est trompé, je calcule. Mais je pense que dans une génération ou deux, et une confidence de quelqu'un un mot que j'aime pas, il me dit, monsieur Mami, en politique, c'est la loi du nombre qui finit par la porter. Et si les votes votés pour Mme Sabrina Sebaïdi, à chaque coup qu'elle se présente, et si voter pour l'un et l'autre, on dira que c'est du communautarisme, on la dira, on fait comme les autres. Parce que les Arméniens ont leur lobby clair, la communauté juive a son lobby clair, les Corses, ils ont leur lobby clair, et pour terminer, et une anecdote peut-être, et les Bretons aussi, et personne ne sait dans cette salle probablement, il y a quelques années encore, quand les Auvergnats montaient à Paris, ils avaient une banque ouverte uniquement pour les Auvergnats. Et donc, je viens de telle famille, de tel truc, on vous ouvre le compte, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup d'appartements qui appartiennent à ces associations. Donc, le communautarisme est bien pour une chose, c'est qu'il permet de faire élever un peu le niveau social de ceux qui arrivent les derniers et qui seront peut-être un jour les premiers. Merci à vous tous. Merci. Comme bonsoir, moi je viens de Tunisie, je visite ma famille, mais je suis invité par le jeune dynamique, l'enfant de mon village, Nasser Agili, qui je suis son activité et son engagement avec son association. Ici, on a milité ensemble durant 5 ans avec notre ami Aklim Aloudi pour soutenir la Tunisie et on a organisé des choses extrêmement intéressantes lorsque la Tunisie a été gravement attaquée par le terrorisme. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Algérie, on parle aussi de la Tunisie. Il y a les Tunisiens qui ont participé aussi, qui ont jeté dans la Seine en 1961. Absolument. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Oui, dans la Tunisie, l'Algérie, non seulement Saguid Sidi Youssef, la Tunisie est engagée parce qu'on considère qu'on a le même destin, même combat, même projet. Il faut définir le projet commun, il faut le consolider, mais même destin. Moi, j'aime bien poser une question à Sabrine. Je la salue profondément et nous sommes fiers de toi, militante, combattante, battante aussi, fière de la jeunesse française, algérienne, tunisienne et la jeunesse du monde. Donc, en s'inspirant de la dynamique et du sursaut qui était avec Gaza contre le génocide, étant donné que 17 octobre 1961, les travailleurs, les pères, les mères, algériens, tunisiens et d'autres nationalités j'étais dans la Seine, il a écrit les ordres. Jusqu'à maintenant, actuellement, nous vivons une situation contradictoire. Il y a une certaine attaque, de l'extrême droite, des populismes. Mais aussi, il y a des sursauts humains, humanitaires, internationaux. La question palestinienne était presque oubliée. Mais la question palestinienne, et surtout, je salue les jeunes, et je suis content que la jeunesse sera ici présente. Il y a la question palestinienne, elle est fortement présente, elle est connue par la jeunesse à l'échelle internationale, dans les universités, dans les lycées, partout. Et il y a des manifestations grandioses. Comment peut-on lier la question
Et la prise de conscience contre le génocide, contre le peuple palestinien et aussi contre les massacres, contre les Algériens, le peuple algérien et le peuple là où il y a la colonisation. On sait qu'en Afrique maintenant, il y a aussi un sursaut patriotique. Comment peut-on non seulement faire des conférences et essayer d'organiser des moments occasionnels et des occasions, mais comment peut-on bâtir, élaborer pédagogiquement, comment fait-on pour faire connaître et pour mobiliser les forces et pour créer un rapport de force populaire. Il y a le Parlement, il y a le Sénat, il y a la politique, mais aussi le vrai rapport de force, c'est le rapport de force de terrain du peuple et de la jeunesse. Donc, Akli, il a parlé par politique excellemment l'axe Paris-Algérie. Moi, je parle avant tout de l'axe Tunisie, Algérie, Tunisie, Afrique, diaspora, pour créer notre rapport de force. Ensuite, on va non seulement, il ne faut pas dire que nous sommes en symbiose avec le pouvoir en place. Nous ne sommes pas en symbiose totale. Ni les députés, ni le Sénat, ni les syndicats, ni les politiques. Et il faut que je m'arrête parce que je commenté. En réalité, il faut faire attention de ne pas se diviser dans les luttes. Comparaison ne vaut pas raison. C'est quelle synergie? Qu'est-ce qu'on retient des éléments? Ça répond à ces trucs. Comment on peut lutter? Il y a quelque chose, effectivement, qui peut être plus fort que n'importe quoi. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter, on n'a pas pris. C'est-à-dire, vous avez le climat. Là, vous avez ni mur, ni frontière, ni visa. Vous avez la santé. Il n'y a ni mur, ni frontière, ni visa. Donc ça nous rappelle. Et il y a le peuple. C'est-à-dire que le peuple, à partir du moment, parfois il est loin à démarrer, mais la force du peuple, c'est elle qui prend la décision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter un peuple qui est en mouvement. Et donc c'est comment on crée le mouvement. La question, c'est pas de mettre les gens en mouvement, c'est l'objectif pour les mettre en mouvement, et c'est effectivement les valeurs que l'on défend. Moi, je ne suis pas prêt à aller avec n'importe qui, même s'il a avec moi en lien des origines. Je me demande les valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il défend? Parce que c'est pas parce que nous sommes du même quartier de Angers que nous défendons les mêmes valeurs. Moi, je ne suis pas prêt à partir avec des gens qui ne défendent pas les valeurs d'humanité, de dignité, de respect. Voilà, mais on peut les énumérer. Et quand à partir de là, nous, ils travaillent avec les diasporas. Le problème, il ne s'agit pas de faire des mouvements pour faire des mouvements. Il s'agit de travailler avec les gens pour se mettre d'accord sur des objectifs. Sur quoi on travaille, la reconnaissance, la dignité, le soutien, le développement des peuples. D'ailleurs, au passage, je le dis parce qu'on est dans les débats, pour certains par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez ce que j'essaie d'expliquer, parce que parfois, quand c'est abstrait, c'est difficile de voir, puisque c'est des symboles, des valeurs, c'est pas abstrait, mais ça nous parle quand on qu'on le donne à voir. Sur, par exemple, l'aide au développement, je prends cet exemple qui est quelque chose qui paraît pour les gens du bon sentiment, du supplément d'âme. D'ailleurs, dans les budgets, on enlève toujours parce qu'on a l'impression que quand on aide au développement, tu parlais de l'Afrique, quand on aide au développement de l'Afrique, on a l'impression qu'on fait du supplément d'âme, du bon sentiment. En fait, on est en train de travailler aussi pour nous, parce que, en fait, si on les aide, si on n'aide pas les pays, notamment sur la question du climat, parce que c'est souvent ça, c'est sur le climat ou la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les Américains coupent de façon brutale leur aide au développement, qu'est-ce qu'ils vont faire, par exemple, dans un pays comme le Kenya, qui avait réussi à contenir les épidémies de sida, de VIH? Qu'est-ce qui fait quand ils n'auront plus à soigner? Ça va reprendre et on va être impacté. Le Covid l'a montré que personne n'est protégé contre la soigner. Donc en fait, en aidant les autres, on s'aide nous-mêmes. Ne l'oublions jamais. L'autre, c'est nous. Et quand on les aide pour rester sur le climat, nous on leur a dit dans le débat, on parlait du débat qu'on a eu sur l'immigration au Sénat, je leur ai dit, mais attendez, je ne comprends pas. Vous êtes en train de m'expliquer, d'un côté, vous ne voulez pas les aider au développement, de l'autre côté, vous ne voulez pas leur donner de visa, vous ne voulez pas qu'ils viennent. En fait, c'est quoi le projet que vous avez pour eux? En fait, c'est quoi l'objectif? C'est que non seulement on ne veut pas les accueillir parce que ils vont fuir les choses, c'est ce qui est normal, et puis il y a aussi, il faut le dire, et c'est vrai, c'est même pareil quand on lutte, par exemple. Je prends l'exemple souvent, c'est comment on déconstruit les préjugés. Parce que tout à l'heure, je parlais des préjugés, des représentations et des réalités. Nous, justement, pour mener les combats, il faut qu'on déconstruise tout ça. On a un travail plus difficile, les gens oublient de déconstruire. Il faut déconstruire la pensée pour pouvoir remettre des choses et pouvoir avancer les choses. C'est ce que fait Servir ça, c'est ce qu'on fait avec d'autres.
Par exemple, comment on peut déconstruire sur l'immigration? Ils ont dit que les gens venaient en France parce qu'il y avait un système social, qu'il fallait enlever la ME, tout ça et tout. On leur a dit, ah bon? Mais, enfin, moi je leur ai dit, parce que nos débris, je dis, mais je comprends pas. Pourquoi alors les gens viennent se masser à Calais, qui risquent leur vie pour traverser la Manche, pour aller en Angleterre, où il n'y a pas de protection sociale? Donc ils viennent pas par rapport aux aides, ils viennent pour chercher du travail, pour sauver leur vie, pour essayer de donner un avenir meilleur à leurs enfants. On l'a redit sur Mayotte. On l'a redit sur Mayotte. Quand ils voulaient mettre le droit du sol, quand ils voulaient remettre, on leur dit, mais attendez, c'est quoi le but? Est-ce que vous, si vous étiez parents et que vous avez la possibilité de donner un avenir meilleur, mais vous voyez, il faut qu'on déconstruise des choses. Si on ne déconstruit pas, et si on ne ramène pas des éléments, à un moment donné, on n'est pas audible. Et quand on n'est pas audible, on n'arrive pas à fédérer, et donc on n'arrive pas à faire mouvement. Parce que sinon, vous faites des mouvements désordonnés, et ça emmène nulle part. Donc c'est ça le vrai débat. Et donc aujourd'hui, la question qui nous est posée à tous, c'est qu'est-ce qu'on privilégie d'abord? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai débat. Ça ne concerne pas le 17 octobre, parce que c'est un peu égaré, mais c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on privilégie, je le dis souvent, l'intérêt général, l'intérêt collectif ou l'intérêt particulier? Et c'est l'ordre dans lequel on le met, parce que les trois intérêts sont légitimes et normaux. Il est normal que je défende mes intérêts. Il est normal que l'Algérie défende ses intérêts. Il est normal que la France défende ses intérêts. Il est normal que Maurice ou Mohamed ou Mamadou défendent ses intérêts particuliers, je parle. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il défend en premier? S'il défend d'abord, s'il se sert de l'intérêt général et de l'intérêt collectif pour défendre son intérêt particulier, alors nous ne sommes pas dans le même projet. En fait, nos intérêts collectifs et particuliers passent par l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est la paix, la dignité, c'est ce qu'on défendait. Et quand on défend la reconnaissance comme crime d'État d'octobre 61, on défend l'intérêt général. Parce qu'on sait que c'est les bases à poser. Quand on a l'objectif, c'est de construire quelque chose ensemble, eh bien, pour construire, il ne peut pas y avoir de cadavres dans le placard ou de secrets de famille. Parce que quand ils arrivent, ça explose. Donc en fait, tout ce que vous mettez à construire, vous le faites exploser parce que vous démarrez sur un mensonge. Vous démarrez sur un faux diagnostic. Et en termes de santé, pour prendre un exemple concret, si vous avez un mauvais diagnostic, forcément le traitement il ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de dire, faisons le diagnostic, posons les choses, reconnaissons les choses, écrivons-les, tournons la page et continuons à donner un avenir commun ensemble. Et ça, si on arrive à faire ça, on fédérera des gens. Et surtout, on ne perdra peut-être pas des gens en cours de route que quand ils seront servis, ils s'arrêteront. Parce que combien de fois j'ai vu des gens dire en avant, on part à la guerre, et au début, nous c'est pas, nous étions nous vîmes, je sais pas, en arrivant, nous on part à 30 000 et on arrive à 2. Parce qu'entre-temps, les gens se sont arrêtés parce qu'ils ont trouvé un truc, l'herbe était plus verte, et pas ça, ou tout ça, et donc à l'arrivée, vous arrivez à 2. Il faut aussi le reconnaître. Nous, quand on sait ce que disait Sabrina, si on était organisé, on n'aurait pas de problème de référendum. Si on était aussi organisé, ou si on était aussi communautariste que nous le reproche le RN, on gagnerait les élections à tous les coups. On ferait même la présidentielle. Mais c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je parlais au début de fantasme et de réalité. Eh bien, nous devons aujourd'hui travailler avec les nouvelles générations pour transmettre, nous avons tous une responsabilité. C'est pour ça que je suis là ce soir. Je préférais être chez moi, parce que après demain je suis en Roubaix, après je vais partir en dehors, donc j'aime bien aussi rester un peu tranquille. Mais si je suis là et si je continue, c'est parce que je pense que c'est dans l'intérêt général et que nous devons transmettre. Et qu'on a commis des erreurs, moi le premier, c'est que nous n'avons pas assez transmis. Nous n'avons pas assez travaillé sur la formation. Nous n'avons pas assez tendu la main. Et si on ne commence pas par se remettre en cause, rien ne fonctionne. Alors, le soir, quand vous regardez devant une glace, évitez de vous voir comme un lion. Si vous êtes un chat, regardez-vous comme un chat ou comme un colibri. Je le dis, je fais ça à faire écho à certains qui étaient là dans un autre débat. Parce que il faut de l'humilité. Il faut se voir tel qu'on est. C'est que nous sommes tous porteurs de quelque chose qu'on doit transmettre. Et pas plus que ça, et c'est pas grossier. Et je vous le dis, hein, parce qu'on n'emporte rien avec soi. Et d'ailleurs, vous savez, quand on disparaîtra, la dernière personne qui vous a connu, eh ben, vous n'existerez plus. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous aurez fait? Merci Elvie. Alors, Rafik, si tu permets, l'heure tourne et j'aimerais qu'on puisse poser des questions assez courtes, s'il vous plaît. C'est ce que j'allais dire. Pour que chacun puisse répondre. Parce que l'heure tourne malheureusement. Et les réponses aussi, s'il vous plaît. S'arrêter. Jérôme qui veut poser une question. Jérôme Monet, journaliste. Bonsoir à tous. C'est pas facile de passer après tant d'éminents personnages, moi qui ne suis qu'un simple citoyen français, lambda. Ancien rédacteur en chef de Russia Today, s'il vous plaît, quand même. Hein. Bon. Quand même. Mais en tant que citoyen français lambda, en ce jour de devoir mémorial, ce matin, je me suis
poser la question de ce qu'avait retenu la France. La dernière étape, et merci à nos représentants qui nous font honneur, messieurs Meliouli ou madame Sebaï. On n'est pas loin du but. Après, reste que, il y a tout de même quelque chose qui me gêne dans cette histoire, c'est l'impunité des protagonistes. Donc je parle effectivement du ministre de l'Intérieur Frey, qui est resté 5 ans encore en poste. Ne parlons pas du sinistre Papon, qui n'a été condamné que pour d'autres faits, et en 1988, bien plus tard. Et en parlant de Charles de Gaulle avec Acti tout à l'heure, je disais, à mon avis, c'est une théorie, je formule, il a eu peur de la police. Il a eu peur de la police. Et ça m'a projeté à la situation qu'on vit aujourd'hui, parce que pour ceux qui observent la vie politique française, on a tous remarqué que dès lors que les exactions sont commises par la police, dès lors que les syndicats de policiers s'énervent, on a l'impression que nos ministres de l'Intérieur successifs se mettent à plat ventre, et que ce sont eux qui sont inféodés à la police, et pas l'inverse. Et je me demande si cette forme de pouvoir, comme si la police était une forme d'État dans l'État, en fait, alors qu'elle est là pour servir l'État, servir la France. Et elle a l'air de constituer une espèce d'État dans l'État, qui flanque la trouille, même aux politiques, aux plus éminents politiques de mon pays. Et je me demande si il n'y a pas là un chantier, quand même, qui nous reste à parcourir pour éviter demain d'autres drames du même type. Qu'est-ce que la France, selon toi, Mohamed, a retenu de cette date du 17 octobre 61? Est-ce qu'elle en a tiré les leçons, selon toi? Échangez-vous les micros, voilà. Échange de bons procédés, comme on dit. Mohamed. J'avoue qu'il ne faut pas nier une chose, c'est qu'il y a une avancée. Pas celle qu'on attend du côté d'Alger, mais je pense qu'il y a une avancée sur ce dossier-là grâce au travail qui a été fait par des associations, par des élus. Mais notre objectif et celui de la France est complètement différent. Il faut être réaliste aussi. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, et j'insiste, c'est ce qu'on attend, c'est la vérité. Nous la connaissons. En tant qu'Algériens, nous la connaissons, la vérité. Les familles algériennes, elles savent très bien ce qu'elles ont subi. Et maintenant, il faut le dire clairement, il faut l'assumer. On attend la rénimisation, certes, il faut que le monde entier le sache. C'est la même chose sur le dossier du nucléaire. Donc aujourd'hui, il y a un pas qui est franchi, mais il y a encore du chemin à faire. Et j'encourage les parlementaires, la société civile, de chercher cette réalité, de la mettre à nu, et qu'aujourd'hui, qu'on l'assume, on doit l'assumer pour franchir ce cap et construire une nouvelle relation entre Alger et Paris. Est-ce que la France a retenu les leçons? C'était la question posée. Selon toi? Écoutez, quand on compare, on peut aller très loin. Hein. Ce qui s'est passé en 61, on l'a revu pas loin d'ici, à Nanterre, avec les assassinats, des actes commis par des policiers français, dans des conditions très inquiétantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, et je partage l'avis de notre ami, il va falloir revoir sérieusement le fonctionnement un peu de la police française. Et je ne veux pas aller très loin parce que ça peut être considéré comme voilà. Donc je pense que le message est très bien passé. Et il y a plein d'exemples à citer. Il y en a elle, il y a d'autres Algériens. Il y a un jeune Algérien qui a été assassiné à Bobigny par un policier qui est hors service. Donc il y a beaucoup. Ils considèrent ça comme des faits divers, mais moi je ne considère pas ça comme un fait divers. Ça fait rappeler malheureusement le 17 octobre. Ouais. Alors, sur la question médiatique, je ne sais pas si Akli sera habilité à répondre, mais on peut simplement vous dire qu'il existe effectivement, comme vous l'avez rappelé, des radios, des médias communautaires, pas que des radios, il existe aussi des chaînes de télé, des sites internet, et je pense que c'est à vous aussi d'en faire la promotion et de faire en sorte que ces petites radios, ces petits sites internet, ces petites télés puissent grandir, et ça c'est grâce à vous. Si vous attendez que ça vienne de la part des grandes chaînes mainstream, vous pouvez attendre longtemps. Donc aussi à nous de donner la force à ceux qui en ont besoin, plutôt que d'aller chercher et de quémander ce qu'on n'arrivera pas à obtenir. On a la chance aujourd'hui en France d'avoir des médias dits communautaires qui parlent, et j'en suis la preuve vivante tous les jours dans mon émission, de sujets qui nous animent, que ce soit ici en France, mais aussi au Maghreb, à l'international, en Palestine. Je pense que pour le coup, ce qui s'est passé à Gaza depuis 2 ans, je pense qu'on a été vraiment au top, et les auditeurs également. Et je pense que c'est à vous de donner la force à ces médias-là pour qu'ils puissent grandir, et arrêtons de quémander sans cesse, d'avoir de la reconnaissance de médias pour lesquels vous n'aurez jamais de reconnaissance. Enfin, c'est mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense Akli. Alors, moi, ce qui m'amuse, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qui m'amuse, c'est quand on parle de médias communautaires, quand on parle de radio française,
Et France Radio, France Maghreb 2 est un média Tout français. est dans le nom, hein. France, Maghreb 2. Oui, La France. Non, mais s'il n'y a pas France, c'est-à-dire que... Alors, moi, j'ai cru, quand il parlait de médias communautaires, je crois qu'il parlait de CNews. Parce que sur aussi, c'est un média communautaire. Oui, carrément. Tout ça. À un moment, non, mais il faut peut-être que nous aussi, on arrête de rentrer dans ce jeu-là, parce que chaque fois qu'il y a un bronzé ou deux, vous voyez, c'est comme la même histoire. Vous savez, quand il y a deux Auvergnats qui se rencontrent, c'est culturel. Quand c'est deux Portugais, c'est folklorique. Quand c'est deux Algériens, c'est communautaire. C'est problématique. Donc, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, on arrête de prendre la sémantique qu'on nous donne à chaque fois. Moi, je ne vais pas dans des médias communautaires. Je vais dans des médias qui défendent des lignes politiques, quelles qu'elles soient, et qui défendent effectivement... d'ailleurs, on a un média, donc RFI, c'est un média communautaire, puisque c'est Radio France Internationale. Il représente la France. Voilà, donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça. Et puis, le problème des médias, c'est que le Conseil de la Résistance avait bien quand même mis en garde contre le monopole des médias par des grandes fortunes. C'est ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, en France, nous ne sommes pas capables d'aider les médias de façon à travailler sur les lignes éditoriales qui sont des lignes de neutralité, mais qui permettent l'expression de tout le monde, parce que la neutralité, c'est pas être neutre, c'est pas ne pas avoir d'avis, c'est ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, c'est avoir la vérité, c'est-à-dire de faire son travail de journaliste. Un journaliste, c'est pas un procureur, c'est pas quelqu'un qui vous dit ce que vous devez penser. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère médiatique qui est l'ère du prêt-à-penser. C'est-à-dire que les médias ne sont pas là pour vous informer, ils sont là pour vous dire ce que vous devez penser. Et c'est comment on fait pour sortir de ça. Alors, pour aller plus vite, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vous propose de prendre 2-3 questions d'affilée et par la suite, vous essayez de répondre, s'il vous plaît. Alors, des questions courtes alors. Hein. Bonjour, je suis Lies Dubelli, professeur d'économie. Donc, je fais partie de cette génération d'Algériens qui sont venus dans la fin des années 90. Il y a une belle, je veux dire, diaspora algérienne qui a été formée par les grandes universités algériennes, qui sont des médecins, des chirurgiens, des économistes, des professeurs, mais qui n'a jamais pesé réellement. Et c'est là où il faut aller chercher pourquoi elle n'a pas pesé. Est-ce que c'est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire notre propre pays qui n'a pas su mobiliser les ressources pour, ou du côté français? En tout cas, c'est un autre débat, il faut le... C'est une bonne question. Oui, bon, je ne sais pas si c'est un bon ou pas, en tout cas, je pose cette question, parce que pour construire un lobby, il faut mobiliser les ressources, parce que, voilà, il ne faut pas rester dans une position victimaire non plus. Comme il y a un proverbe japonais qui dit que la mémoire appartient à la tradition. Et bon, pardon, j'ai oublié ce slogan. Moi, je restais à Tokyo, c'est pas grave. Voilà, parfait. Moi, je pose la question en fait aux trois députés, Mohamed Hani, que je souhaiterais vous inviter sur un média qui s'appelle Alternativi. Je suis pas, mais c'est un média qui a été créé par on va dire pas par une élite algérienne, mais par une élite un petit peu qui essaye un petit peu de chercher et qui apporte des thématiques socio-politiques, voilà, culturelles, voilà. Et aussi aux deux députés, madame, que je vous respecte et je vous adore, et parce que vous faites beaucoup de choses pour nous, et aussi monsieur Haraki. Alors, premièrement, il ne faut pas instrumentaliser la mémoire. Elle a été instrumentalisée des deux côtés, il faut dire les choses, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à avancer. Moi, c'est une question très simple. Il ne faut pas rester otage du passé. Comment faire pour mettre en place des perspectives de réconciliation entre la France et l'Algérie? Parce que la France et l'Algérie ne peuvent pas divorcer, c'est comme ça. C'est un mariage qui est acté à vie. Comment faire en sorte, je ne sais pas, pour pousser, pour peser, peut-être pour un traité d'amitié, hein, à l'image du moteur franco-allemand. C'est ça. C'est-à-dire il faut avancer. Comment, pour vous, c'est-à-dire voilà, mobiliser les députés algériens et les députés français. Juste pour le 17 octobre 61. Pardon, rapidement, 17 octobre 61, on a parlé du 1er novembre 54. On a parlé du congrès de la Souma. On a parlé des singularités historiques. On a parlé des grands fondateurs du mouvement national algérien. Et le 17 octobre 61, aller à Béchar, à Tamen Rasset, à Achref, à Guelma, à Annaba, Constantine, à Khenchla, à Betna, le 17 octobre 61, le simple collégien algérien ne connaît pas le 17 octobre 61. Il faut dire les choses aussi. Ouais. C'est à M. Mohamedani d'inscrire et de pousser les députés algériens d'inscrire cette date pour rendre hommage à ceux qui sont donnés la vie pour nous, pour qu'on soit ici. Alors, Mohamed, c'est important que tu répondes à cette question parce qu'elle est importante. Et j'y ajoute, pour faire complémentaire à la question de notre ami, c'est pourquoi il y a des gens ultra diplômés en Algérie,
de nombreux médecins qui ont choisi de partir. Pourquoi l'Algérie n'arrive pas à garder ses ingénieurs, ses médecins, ses avocats, ces hautes personnalités qui feront avancer le pays? Pourquoi tous ces gens décident de partir? Alors, je vais commencer à répondre à notre ami avant de te répondre sur cette question, Christophe. Donc, pour dire que le 17 octobre n'est pas connu en Algérie, je peux vous confirmer que c'est le cas. Depuis quelques années, depuis 3 ans exactement. Depuis la décision du président de la République d'instaurer la minute de silence, toutes les wilayas, bien évidemment, sont concernées. Et d'ailleurs, même les représentations diplomatiques le font, que ce soit en France ou ailleurs. Donc maintenant, il y a cette prise de conscience. Effectivement, il y a des changements en Algérie depuis 2019. Il y a réellement des changements, il faut les voir. Pour ceux qui voyagent vers l'Algérie, qui vont en Algérie, ils peuvent le constater de leurs yeux. Maintenant, il y a un travail aussi à faire. Il y a un travail de sensibilisation, l'introduire au sein du programme de l'école algérienne. C'est vrai qu'il est absent. C'est pas une date dont on n'en parle pas autant. Hein, contrairement à 1er novembre ou à 5 juillet. Donc c'est une station très importante de la révolution algérienne. Maintenant, pour répondre à Christophe sur sa question des Algériens qui partent, c'est un choix de vie tout simplement. C'est un choix de vie. Il n'y a que ça, Mohamed, franchement. Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que l'Algérie n'arrive pas à retenir son cerveau? Je vais y arriver. Il y a un choix de vie premièrement. Et en même temps, aujourd'hui, l'Algérie se reconstruit. Depuis quelques années, il y a une feuille de route qui a été tracée par le président de la République. Il ne faut pas voir le verre à moitié plein. Il faut voir aussi des jeunes Algériens et des Algériens qui reviennent vers l'Algérie. Et ça, c'est très important. Parce que ça, on le voit réellement. À titre personnel, j'ai dû accompagner plus de 700 projets en une année. Et c'est très important. Alors, ça peut être du petit projet au grand projet. Après, bien évidemment, on a hérité d'une situation, il faut le dire, on doit l'assumer, mais il faut le dire aussi. Hein, il faut le dire, on arrive en 2021 dans ces situations, que ce soit dans le cadre législatif ou économique ou social. Donc il y a un travail. Et ce travail, c'est grâce à vous qu'on peut le faire. C'est en vous écoutant. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a changé en Algérie. C'est qu'aujourd'hui, on écoute, on est sur le terrain, on essaie de comprendre, on essaie de proposer des solutions. Mais ce travail doit se faire par les Algériens. Personne ne vous tendra la main. Ça, c'est une réalité. Si on veut construire notre beau pays, c'est en étant solidaires, en travaillant tous ensemble. Merci, Mohamed. Bonsoir. Kéra Jade. Bonsoir, Kéra. Citoyenne franco-algérienne. Ça a été un petit peu évoqué au bout des lèvres concernant la pédagogie et la transmission. Or, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Akli a dit qu'il faut absolument permettre cette axe Paris-Alger, comme on a fait Paris-Berlin. Monsieur aussi l'a évoqué. Donc là, vous venez de dire que justement, cette histoire, elle n'est pas transmise dans les écoles d'éducation nationale. Et moi, je voulais aussi poser la question aux députés, aux sénateurs et députés ici en France, comment on peut s'emparer de façon à pouvoir mettre cette histoire et la transmettre dans les écoles. Parce que si on veut vraiment avancer dans ce domaine, ça me paraît quelque chose de primordial. Là-dessus, est-ce qu'on peut créer quelque chose, de faire en sorte, ça va être compliqué d'enseigner ce qui s'est passé donc le 17 octobre 61 dans les écoles de la République? C'est quelque chose on peut le faire dans les écoles, mais l'école n'est pas le seul lieu d'éducation. Il y a aussi l'éducation, la pédagogie. Mais à partir du moment où on reconnaîtra effectivement le crime d'État et tout ça, ce sera effectivement dans le livre d'histoire. Et donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive aussi à faire en sorte pour pouvoir apaiser les choses. Et en même temps, je juste 2 mots pour le monsieur qui parlait, on ne vit pas dans l'histoire, dans l'histoire d'un passé, etc. Non, il ne s'agit pas d'être dans le passé, mais on ne peut pas faire fi du passé. Le passé, c'est ce qui nous empêche justement de reproduire. Et le passé, c'est ce qui nous permet au présent de préparer l'avenir. Mais si on n'a pas de passé, si on n'a pas d'histoire, si on n'a pas de racines, c'est difficile de se projeter. Et donc pour tout ça, il faut dire, il faut l'avoir dans le rétroviseur, il faut le dire, il ne faut pas vivre dans le passé. Mais on doit construire avec son passé. Bravo. Alors comme je suis un terrien et je suis libre, je vis où je veux. Quand on dit les Algériens qui partent d'Algérie, ils sont libres, comme il a souligné M. Henny. Je vis où je veux. Ça, c'est une carte politique à jouer pour les pays du tiers-monde, mais les pays du tiers-monde, maintenant, ils sont évolués dans leur esprit. C'est fini tout ça.
Moi, je couvre 68 pays. Il y a beaucoup de Français qui sont en Scandinavie, ils sont aux États-Unis, qui partent. Mais on n'a jamais parlé de ça. On parle des Algériens. C'est vrai. Comme il l'a cité M. Akli. Quand un Algérien fait quelque chose, c'est un drame. Je reviens pour le monsieur qui a parlé du rapatriement. C'est que le rapatriement, il a été fait, on a une collaboration avec les députés des Algériens établis à l'étranger, avec la collaboration de tout le Parlement et le soutien du président de la République. Est-ce que vous avez remarqué, chaque discours du président, il cite l'immigration. J'aime pas dire l'immigration, j'aime pas dire la diaspora, j'aime dire les Algériens établis à l'étranger. C'est un changement d'adresse, point à la ligne. Merci. Oui, il y a encore plein d'autres questions, je vais être très bref. Il va falloir aller vite, hein. Question de Sophie. Il est 22h déjà. Donc ce sujet il est quand même assez intéressant parce qu'il permet d'interroger la mémoire collective. Monsieur Garbaoui, bonsoir. Bonsoir. On s'est vu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, ça permet d'interroger la mémoire collective française et les rapports entre justice, vérité et histoire coloniale, à travers les événements tragiques qui interrogent le 17 octobre. Alors moi j'ai deux questions qui sont posées aussi bien au sénateur M. Akli que notre ami Heli. Comment enseigner cette page de l'histoire dans les écoles sans raviver les tensions coloniales? Parce qu'on sait très bien que quand on interroge la mémoire, chacun a sa mémoire et chacun défend son histoire. La deuxième question, la reconnaissance des violences coloniales est-elle un devoir de mémoire ou un obstacle à la réconciliation? Elle est un peu polémique, c'est fait exprès. Alors, on va donner la parole à Madame Sebaï, encore une fois, qui l'a demandé, pour donner un petit éclaircissement, en attendant que vous réfléchissiez à la réponse. J'ai besoin de réfléchir. Non, c'est parce que il y a eu la question sur la question de la transmission. Et vous avez évoqué la question des livres d'histoire et comment est-ce qu'on fait rentrer cette histoire finalement dans l'éducation nationale, à l'école ou dans les collèges. Moi, je veux quand même dire une chose, c'est que le premier devoir de transmission, il se fait d'abord par les parents. Par les parents. Et la réalité, c'est que ce devoir de transmission n'a pas été fait. Il y a toute une génération ici qui ne connaît pas son histoire. Et je crois que le premier devoir que nous avons, c'est celui de transmettre aux générations futures, d'expliquer avec des mots simples, d'expliquer sans haine ni quoi que ce soit, ce qu'a été la colonisation, ce qu'a été la guerre d'indépendance et ce qu'est l'histoire de l'Algérie. Et ça, je suis désolée, mais tout le monde n'est pas un parent comme ça, si on ne devient pas parent comme ça, mais s'il y a bien un devoir qu'on a, c'est celui de la transmission. Bravo. Merci, Sabrina. Juste une dernière question et je reviens. Alors, une question de Karim Alouache, qui est aussi... Ah, monsieur le banquier d'affaires, bonsoir. Bon, en fait, c'est une réunion de France Maghreb 2. Ce soir. Désolé si on fonctionne, si on marche, hein, c'est comme ça. Alors, il faut venir plus souvent dans l'émission, tu vois. Non, mais lui, il peut parce qu'il est de chez moi. Parle, Karim. Alors, moi, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que quand Nasser m'a appelé et quand j'ai entendu l'annonce de la soirée, je suis allé voir ma maman qui a 86 ans, qui est allée en prison le 17 octobre avec mon frère qui avait 5 mois. Et je lui ai dit, viens avec moi, tu vas témoigner. Malheureusement, elle s'est cassé le bras, elle ne peut pas venir. Je lui ai dit, viens, on fait une vidéo. Et la peur et l'angoisse de ce qui s'est passé est remontée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 60 ans après, elle a encore peur de la police française. Donc pour répondre à notre ami Karim, et c'est un plaisir de le revoir ici, le message de la maman, il est noté. Il est noté. Moi, j'ai toujours appelé en disant la 7e wilaya. Pour moi, la communauté algérienne, ce qu'elle a fait pendant la Révolution. Elle existe, oui, elle existe. Ouais. C'est la 7e wilaya. Nous, on dit que c'est la 7e wilaya, donc elle existe en tant que 7e wilaya. Maintenant, les documents, bien évidemment, on fera le nécessaire et je serai honoré de recevoir même la maman à son passage à Alger et de la présenter au ministre des Moudjahidines et elle les transmettra elle-même directement au ministre des Moudjahidines. Il fera le nécessaire. Il y a des témoins, hein. Attention, il y a des témoins ce soir. Vous êtes nombreux, Alors, avant de prendre encore une petite question de la petite Chérifa qui a 16 ans et qui est là et qui veut vous poser une question.
Sherifa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Moi j'avais une question. Pour les jeunes de ma génération, on n'a pas beaucoup parlé à l'école. Enfin, on nous dit que l'Algérie elle a été colonisée, mais on ne nous en parle pas plus. Comment on pourrait mieux nous instruire sur ça à l'école et comment on pourrait aussi faire contribuer les jeunes ou comment dire, mes camarades n'importe. Mais comment on pourrait plus les sensibiliser par rapport à ça à l'école ou autre. Voilà. Alors mettons Sabrina Sebaï, ministre de l'Éducation nationale, par exemple. Tout simplement. Voilà. Attention là. Alors, une dernière question avant de répondre aussi, Warda. Je fais la poser comme une question, vous ne l'avez pas répondu. Je trouve que la solidarité à France-Maghreb 2, c'est pas top. Hein. Je le dis, mais après, c'est que moi, je ne veux pas faire d'histoire entre vous, les gars. Voilà, Sofiane, tu as posé un truc en disant, quand on enseigne l'histoire, est-ce qu'on ne peut pas créer des tensions, etc. Moi, j'ai assisté, alors, parce que c'est pas je ne parle que de ma vie, mais nous, on demande des choses, on n'est même pas toujours sur la place publique, on a demandé l'audition, quand il y avait les quiz, sur quelqu'un spécialiste de l'Algérie. Donc il est venu devant la commission des affaires étrangères au Sénat et expliquer. Et j'ai essayé de regarder un peu les réactions et je m'attendais à des choses et tout ça. Et il y a un sénateur, je ne vais pas le citer, il est là, qui s'appelle Olivier Cadic, qui est pied noir, qui vient d'Algérie et tout ça. Et il a dit un truc qui est assez intéressant et qui montre quand même que c'est la méconnaissance qui crée du ressenti vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, il a dit, moi, mes parents m'ont élevé effectivement, puisque j'étais né en 62, il avait un ressenti vis-à-vis d'Algérie, du Roland, etc., en disant tout ça. Et quand il a lu Ossarès, et qu'il a vu ce que la France avait fait, la France coloniale, il faut faire attention sur les choses, mais on n'en ose pas. Il a dit qu'il avait compris. Et donc ça l'a réconcilié avec l'Algérie, maintenant il va en Algérie régulièrement, il va, parce qu'il est élu des sénateurs étrangers. Donc vous voyez comme quoi, en fait, en réalité, la connaissance n'oppose pas les uns aux autres. Et voilà, et c'est important de dire les choses. Ça nous permet de passer. Ensuite, elle parlait d'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est pas que l'enseignement. Et parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, et donc on ne peut pas, il y aurait d'autres choses à enseigner, mais c'est aussi les acteurs complémentaires. Par exemple, je connais une association, vous voyez qu'on s'intéresse, non pas, qui travaille sur le conte. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des écoles pour leur faire raconter, pour faire des contes, pour travailler, lire, etc., pour réconcilier les gens. Et ils travaillent sur des contes aussi avec des enfants qui viennent, entre guillemets, d'ailleurs, dont les parents viennent d'ailleurs. Et donc, ils essaient de les valoriser. Et donc, à travers le conte, effectivement, les gens, c'est là où on peut parler de l'Algérie, du Portugal, d'autres choses, pour qu'on apprenne entre nous. Et c'est là où on valorise les enfants. Le problème dans notre pays, c'est qu'on ne valorise pas assez les gens. Et comme tout à l'heure, on nous demandait, et souvent aussi, on est sur des idées fausses et des préjugés. Tout à l'heure, on nous expliquait que les Algériens quittent l'Algérie. Il y a des Algériens qui veulent quitter l'Algérie, comme il y a des gens Algériens qui ne veulent pas la quitter. Mais ça nous permet aussi de tordre le cou à ceux qui parlent des accords de 68. Les Algériens ne bénéficient pas de faveurs. Les Algériens, par exemple, ne bénéficient pas de la carte talent qui permet aux ingénieurs et aux médecins de venir s'installer comme dans d'autres pays. Parce qu'on pense que c'est traité dans les accords de 68, alors que ça ne l'est pas. Donc en fait, nos étudiants, je le disais encore la dernière fois, nos étudiants ne peuvent pas travailler comme les autres étudiants étrangers qui sont venus par Confus France. Ils doivent avoir des autorisations spécifiques. Ils ne peuvent pas travailler le même nombre d'heures. Donc en fait, c'est défavorable. Donc moi, je veux bien qu'ils reviennent sur les accords de 68. Et si d'ailleurs, ils font sauter les accords de 68, est-ce qu'on revient à ceux de 62 qui promettaient la libre circulation? Parce que je tiens aussi à préciser, et je le dis sous couvert de nos parlementaires algériens qui sont présents, que tous les accords qui ont été faits, ils ont été faits à l'avantage de la France et à la demande de la France. La France, en 62, avait demandé la libre circulation pour permettre aux Français qui avaient des intérêts en Algérie de continuer à y retourner. Ensuite, quand ils ont vu que c'était trop de vagues qui arrivaient, ils ont demandé un changement. C'est comme ça qu'on est arrivé à 68 pour restreindre. Mais l'Algérie aussi voulait restreindre puisqu'elle avait ses cerveaux à protéger. On ne développe pas un pays sans rien. Donc en fait, à chaque fois que ça a été révisé, et ça a été révisé encore 3-4 fois depuis, à chaque fois que ça a été révisé, ça a été fait à la demande de la France et dans l'intérêt de la France. Donc il faut qu'on arrête les fantasmes autour de ces accords avec l'Algérie. Très bien, merci. Alors, on va s'arrêter là. Oui. Juste un mot, Oui. parce qu'il y a la question qui a été posée sur l'action de l'éducation nationale et comment on peut sensibiliser. J'ai répondu, on te donne ministre. Non, mais moi je pense qu'il y a un travail aussi à faire, et je le dis du coup à mes collègues parlementaires algériens, il y a aussi un travail à faire du côté de l'Algérie.
Parce que l'histoire, ça a été dit, elle est apprise de manière différente, qu'on soit ici ou de l'autre côté de la Méditerranée. Et en réalité, je le dis, les jeunes qui sont ici, c'est des binationaux, ils sont autant français qu'algériens. Et donc l'Algérie, elle a aussi un devoir de transmission de cette histoire. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi pouvoir accueillir une partie de la jeunesse qui est ici pour lui transmettre et lui apprendre cette histoire. Moi, je me rappelle qu'en 2016, on avait emmené une délégation de jeunes. D'ailleurs, il n'y avait pas que des binationaux algériens. Il y avait des Tunisiens, il y avait des Syriens, il y avait de toute nationalité. On est parti faire le 8 mai 45 à Sétif. Ils ne connaissaient pas cette date, ils l'ont découverte. Ça a changé leur regard sur la question de l'histoire de l'Algérie. Vous avez plein de dates symboliques sur lesquelles vous pouvez accueillir toute une génération pour lui transmettre cette histoire. Et je crois que c'est aussi de la responsabilité de l'Algérie, si elle veut que cette histoire soit connue, de faire en sorte de créer les conditions pour que la jeunesse d'ici aussi, elle se sente faire partie de ce récit national. Merci. Alors, avant de clôturer tout, et juste une petite remarque s'il te plaît. Alors, il y a l'association Au Crescendo qui nous reçoit aujourd'hui, met à disposition des drapeaux qu'elle vend à prix symbolique, ainsi que quelques boissons, si je ne me trompe pas, pour l'intérêt de cette association. Un thé à la menthe, mais est-ce que c'est un thé algérien? Est-ce qu'on veut savoir? Alors, une dernière question, c'est celle de Warda qui voulait poser une dernière question. Ah, Warda, l'intelligence artificielle, c'est ça? Exactement. Bonsoir, Bonsoir à tous. Warda. Ravi d'être parmi vous. J'ai une question, mais aussi un appel que je lance. C'est-à-dire que face à ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, qui est en train de réécrire les récits, et qu'on se pose des questions au niveau de l'éducation, et ça peut aussi répondre indirectement à la demoiselle, c'est-à-dire que quels sont les travaux que vous menez aujourd'hui, peut-être même les réflexions, pour conserver cette histoire, qu'on ne la perde pas. C'est-à-dire que juste quelques explications, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle se base sur des bases de données accessibles, mais aussi sur tout ce qui existe sur Internet. Si aujourd'hui notre histoire n'est pas assez documentée sur Internet, on peut raconter ce qu'on veut, dont le 17 octobre 1961, mais aussi toute l'histoire de l'Algérie. Et ça peut aussi regrouper différents pays. Donc ma question aujourd'hui, c'est quelles sont vos actions, vos réflexions, pour garantir en Algérie, mais aussi en France, pour garantir que notre histoire ne se perde pas, qu'on ait ce devoir de mémoire, et que nos jeunes aujourd'hui qui utilisent Internet, et aujourd'hui on parle au niveau de ChatGPT, OpenAI, qui vont intégrer la capacité de pouvoir acheter, faire du shopping directement sur ChatGPT, donc avoir une manne d'informations et donc des données très confidentielles sur nous. Comment garantissons-nous que notre avenir, nos futures générations, soient vraiment documentées et existent au sein de ces bases de données? Merci à vous. Alors, un petit mot à dire, Mohamed, chacun d'entre vous deux, pour conclure, s'il vous plaît, répondre à cette très bonne question de notre ami Warda. Comment faire pour... Alors, qui va répondre? Alors, effectivement, Warda, c'est un défi qu'on doit assurer parce que là, on est rentré dans une phase où grâce à l'intelligence artificielle, on peut modifier, on peut rajouter, on peut falsifier même. Et ça s'est produit déjà, ça s'est falsifié. Et moi, j'ai allé plus loin parce qu'avant d'arriver à cette étape-là, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est qu'on veut la vraie version du côté français. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans un piège il y a quelques années en arrière, pendant les années 80. On avait une version, celle vécue par les Algériens, celle qu'on a connue, celle des témoignages suivants, celle de nos familles, et une autre version de l'autre côté. Donc déjà, le premier objectif, c'est d'arriver à une version réaliste, réelle surtout. Ce que les Algériens ont vécu, ce que les Français ont vécu aussi, parce que c'était une guerre qui a marqué les esprits. Ensuite, passe à cette étape-là. Il y a une volonté, au niveau du côté algérien, déjà législatif. On est en train de travailler sur ce dossier-là, justement, législatif. Ensuite, passer à mettre les moyens, et ça, c'est une volonté, ça a été annoncé par le président de la République, de dépasser ce cap-là et pouvoir construire vraiment et sauvegarder via les nouvelles technologies spécialement. Très bien. Akli, peut-être un petit mot sur cette question de Warda pour conclure cette soirée, cet échange. Moi, je n'aurais pas la prétention, mon cher Christophe, de conclure, mais moi, je veux répondre à Warda. En fait, qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Parce que c'est toujours bien d'interpeller les autres, mais ça ne nous met pas en mouvement. Quand on interpelle l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas en action. Donc moi, je vous dis, qu'est-ce que vous nous proposez? Sur l'intelligence artificielle, les plus grosses boîtes en France sont souvent tenues avec les Algériens. Quand ce n'est pas eux qui les président, je peux citer l'exemple de DataTJ, par exemple. Donc on est dedans. Donc qu'est-ce que vous proposez? Comment nous, on peut s'accompagner? Il faut qu'on arrête
de toujours interpeller les autres pour qu'ils fassent à notre place. En fait, quand on va voir les autres, c'est parce qu'on a des choses à proposer et qu'on a des choses à faire ensemble. Et qu'on est aussi un facteur d'impulsion. Parce que si à chaque fois j'interpelle l'autre en disant « qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?», à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour faire bouger. Je crois que c'est Kennedy qui avait sorti ça en disant « chaque fois que le matin je me lève, je me demande ce que je peux faire pour mon pays ». Eh bien, il faut que nous intégrions ça. C'est ça le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde qui fonctionne en réseau, quand nous ne sommes pas capables de créer les conditions de ce fonctionnement en réseau, de pouvoir connecter les personnes avec les bonnes choses pour pouvoir être productifs, eh ben nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'en fait, nous ne sommes pas victimes. Nous sommes juste victimes de notre inaction et du fait qu'on est toujours en train de demander à l'autre ce qu'il fait. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me dire « mais en fait, toi, tu fais quoi ?» Mais en fait, je ferai jamais ce que tu fais toi. En fait, je suis pas là pour faire ce que toi, tu as envie. Je fais ce que je crois juste. Alors peut-être que c'est pas bien, peut-être que ça te plaît pas, mais je fais ce que je crois juste. Et ça, c'est souvent, et je vous le dis, un peu un élément. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, mais en fait, toi, tu fais quoi? Et quel que soit ce que fait la personne, il y a toujours des manques. Donc, mais aujourd'hui, comment nous, on peut s'alimenter les uns les autres? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Moi, chaque fois que je demande au truc là, j'ai du mal, hein, je suis d'une autre génération. Hein. C'est pour ça qu'il faut investir. C'est pour ça. Ouais. Et donc, quand je dis si je suis en Algérie, il ne connaît pas. Donc voilà. Donc c'est comment on peut tous faire ensemble pour effectivement essayer de construire les conditions. Et c'est ça. Si on s'entraide, si on crée ces conditions-là, on ira loin. Si on n'y arrive pas, si on est tous assis, et je me souviens d'un film, je suis à Christophe, anecdotique, qui disait, je ne sais plus dans quel film, drôle d'ailleurs d'Audiard, qui disait deux cons qui marchent iront toujours plus loin que 10 intellectuels assis. Merci, c'est sur ces belles phrases que l'on va conclure cette conférence débat. Je voudrais qu'on passe un tonnerre d'applaudissements à Mohamed Ali, député algérien, et M. Akli Benouli, sénateur, et Mme Sebaï Sabrina, députée